Cette hebdo, édition du dimanche 21 mars 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. 8766, c'est le nombre de personnels de l'État absents de leur poste de travail. Ces chiffres nous informent Cameroun Tribune sont le résultat du dernier comptage physique du personnel de l'État effectué de 2017 à 2018 par le MINFOPRA et le MINFI. Sensiblement 3 années après, ces dossiers sont encore en examen au MINFOPRA, au siège du Conseil permanent de discipline de la fonction publique. L'absentéisme dans la fonction publique, on en parle ce midi à la faveur de la correspondance du SGPR, sur instruction du chef de l'État bien sûr, correspondance adressée au secrétaire général des services du Premier ministre. On parlera également de l'immobilisme au Parlement avec la reconduction à la présidence du Sénat et de l'Assemblée nationale de Marcel Niatifindi et de Cavaye Guédibril, une reconduction qui intervient au moment où beaucoup espéraient la transition générationnelle promise par le chef de l'État dans son discours du 10 février dernier. On parle de tous ces sujets avec vous, Denis Kobo, vous êtes journaliste, bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla et bonjour à tous ceux qui regardent cette émission. Alors, quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine? Je n'ose pas croire que vous allez reparler de ce que vous allez redire ce que vous disiez en off. Non, je vais plutôt parler de la jeune journaliste qui était gardée à vue depuis presque une semaine. J'ai vu les journalistes, vous avez vu, les journalistes sont mobilisés à travers le pays. C'est devenu une tradition pour nous de nous lever chaque fois qu'un de nos confrères ou une consoeur est en difficulté. Et nous sommes très heureux du dénouement parce que le procureur, je dis qu'elle a été remise en liberté, tout simplement au parquet. Et c'est l'occasion pour moi de redire à tous ceux qui nous accompagnent dans ce travail de défense de nos droits que le syndicat n'a pas vocation à faire obstruction à la justice. Le syndicat utilise la diplomatie, le syndicat plaide la cause de ses membres qui sont dans leurs droits et à aucun moment donné, il nous arrive, n'est-ce pas, d'accorder une prime à l'impunité. Donc, j'ai vu des commentaires qui sont suivis. Bon, vous avez fait libérer celle-là, il y a tel ou tel autre qui sera en prison. Un syndicat de journalistes n'a pas vocation à aller retirer les gens de prison s'ils sont là avec un mandat judiciaire. Un syndicat veille à ce que les droits de ses membres soient défendus, protégés, sans se porter en juge, parce que dans un pays normalement constitué comme le nôtre, la décision revient, n'est-ce pas, aux autorités judiciaires. Donc, je salue la mobilisation des journalistes en prévenant que, vous savez, que celle qui était gardée à vue était victime tout simplement de sa propre naïveté. Elle a reconnu et elle promet que la prochaine fois, elle va être beaucoup plus prudente lorsque on vous promet du travail en ligne. Il faut faire très attention à ce qu'on fait en ligne, très attention à ce qu'on dit sur les groupes WhatsApp parce que ça peut se retourner contre nous. Merci Denis Kobo d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, Serge Gauthier Onanina du PURS. Bonjour Monsieur Onanina et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Madame Danzio, bonjour aux panélistes, bonjour au président Webo, qui est mon président parce que je suis membre du syndicat des journalistes, que je félicite d'ailleurs pour ce combat qu'il a mené concernant la collègue, la consoeur. Que nous avons mené. Que nous avons mené, bien entendu. C'est le SNIC littoral et d'autres camarades de mais également, ça interpelle la question des droits de l'homme, puisqu'il est là-bas. Je crois qu'il a maintenant une double mission. En même temps qu'il devra défendre les journalistes, en même temps devra de temps en temps noter la proportion qu'il y a en matière des droits de l'homme, des libertés au Cameroun, pour savoir si nous sommes sur la bonne voie ou s'il y a des choses à corriger et qu'il accule ceux qui sont censés permettre notre cohabitation. Vous voulez lui demander si nous sommes sur la bonne voie actuellement? Pas encore, parce qu'il découvre, il vient d'entrer dans l'institution, même si c'était déjà un combat. C'est un combat que les journalistes font. Maintenant, il a une parole officielle. Cette parole officielle, à travers les statistiques, les indicateurs, dont va permettre aux uns aux autres de savoir véritablement où nous en sommes avec la voix de leur président. Donc, en même temps, j'en profite aussi avant de sortir pour vous féliciter.
parce que vous avez été élue, désignée meilleure présentatrice de débat au féminin. Ça c'est une actualité qu'on ne peut pas nier, autant que on ne peut pas se refuser de saluer le directeur général du FECOM en espérant que ce n'est pas une action d'éclat. Merci Serge Gauthier-Onanina d'être avec nous ce dimanche. De ce côté, Maître Georges Teguem, il est avocat, il est également militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Merci, bonjour Léla, bonjour mes co-panélistes, bonjour à vos téléspectateurs toujours aussi nombreux. J'espère que nous allons chacun participer à notre façon à l'édification du public et à l'enrichissement du débat public dans notre pays. Peut-être en une phrase, un mot pour M. Denis Kouebo, je suis très content qu'il se félicite et qu'il soit félicité. Mais je suis aussi souhaité que lorsque souvent qu'il est interrogé, je n'ai pas de jugement de valeur à porter sur votre comportement, mais je souhaite que souvent quand vous êtes interrogé, que vous renseignez les Camerounais, que lorsqu'on sert son pays, on est nommé. Parce que ça c'est très important, pour que les Camerounais le sachent. Je vous ai vu, M. Kouebo, je le confesse ici, je vous ai vu au palais de justice 2 fois. Une fois, c'est même moi qui vous ai renseigné en vous indiquant que le parquet était de l'autre côté. Et une seconde fois, je vous ai trouvé sur la rue en pavé, je vous ai dit, vous perdez votre temps ici, allez plutôt de l'autre côté, parce que je vous demandais d'aller au parquet général. Je vous ai vu défendre les journalistes. Votre nomination ne m'a pas surpris, moi. Parce que les gens se bavardent beaucoup. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Lorsqu'on est dans un pays, on doit servir son pays, être fier de le faire. Lorsque vous servez votre pays, vous êtes récompensé. Sans service du pays, on n'est pas récompensé. Sur les 25 millions de Camerounais sur les 25 millions de Camerounais, combien sont nommés finalement? Je veux dire que ceux qui ne bénéficient pas de nomination, ça veut dire qu'ils ne servent pas leur pays? Parce que vous avez dit lorsqu'on sert son pays, on est nommé. Oui, lorsqu'on sert son pays, on est forcément récompensé. Mais il y a une réalité, c'est qu'on peut Pourquoi pas est-ce qu'on sert son pays? Pour être récompensé? Non. Il faut déjà être fier de servir son pays. Et lorsqu'on le fait avec désintéressement, on finit par être récompensé. Mais lorsque vous êtes d'un pays et vous violez le feu rouge, lorsque vous êtes d'un pays, vous ne respectez pas les institutions, lorsque vous êtes d'un pays, vous ne respectez pas les valeurs, évidemment, vous n'êtes pas récompensé. Dit comme ça, on a l'impression que certains posent des actes justement pour être récompensés. Dit comme vous le dites. Je dis on le fait avec désintéressement, on le fait par amour. On le fait en disant, ce pays m'a tout donné, je lui restitue tout ce qu'il m'a donné. C'est comme ça qu'on finit par être récompensé. On le fait avec désintéressement, on le fait avec amour, on le fait avec patriotisme. On est fier de servir le pays qu'il a vu naître. On est fier de dire que le berceau de la maternité, c'était le berceau de l'État. Pardon, c'était le berceau de la République. On est fier de dire que j'ai réussi grâce à l'école de la République. On sert son pays comme le fait justement, ou bien comme l'a fait justement M. Denis Kouebo. Je pourrais citer ici le Miss Momo, parce que les gens ne savent peut-être pas. Le Miss Momo, moi je l'ai vu au palais de justice. Il vous souvient qu'il y a quelques années, les opérateurs de téléphonie, lorsque vous appelez, ça tombe au répondant, vous coupez 300 francs. C'est Momo qui a défendu ça au palais de justice, devant moi. Je suis un témoin, j'étais vivant. Parce que les gens parlent beaucoup, mais je l'ai vu servir. Et je pense que lorsqu'il défendait cette cause au palais de justice, il ne savait pas que ça devait aider tous les Camerounais. Pourtant, il le faisait pour tous les Camerounais. Quelques temps après, on a supprimé, on a dit désormais, on vous prévient que ça va le répondeur. C'est un travail, c'est le service de l'État. Le service de l'État, c'est le service de l'intérêt général. C'est le service de tous. Il faut le faire, et très souvent quand on le fait, on est reconnu par la République. Allez-y, Serge Gauthier. Alors moi, je voudrais juste faire une précision, c'est que M. Denis Kouebo a été nommé au nom d'une organisation. C'est l'organisation parce que sur le plan statutaire, c'est dans la Commission nationale des droits de l'homme, c'est le syndicat des journalistes qui est là. Et comme M. Kouebo en est le président et l'une des personnes les plus averties du syndicat, parce que c'est un membre du syndicat qui parle, ce n'est pas une nomination qu'on devrait personnaliser. C'est-à-dire que nous, au syndicat national des journalistes, nous voyons un travail, un plaidoyer soutenu des questions de liberté d'expression au Cameroun. Et nous nous disons, c'est la commission nationale où le président de la République reconnaît donc notre travail et nomme un de nos membres. Donc ce n'est pas forcément M. Denis Kouebo intitule personne, même si il faut lui reconnaître des faits d'armes. Mais nous, c'est le syndicat des journalistes qui est dans la Commission nationale des droits de l'homme et c'est lui qu'on applaudit. C'est ce que dit ce test. Voilà. Absentéisme des agents publics, le SGPR, sur instruction du chef de l'État, demande que des sanctions soient appliquées. Paul Biya demande par ailleurs l'organisation du conseil de discipline de la fonction publique. On va commencer par vous, Serge Gauthier-Onanina. Fonction publique et absentéisme des agents. Quel est l'état de lieu que vous faites? Bon, vous l'avez dit dans votre introduction, l'état des lieux n'a pas besoin d'être fait sur le plan statistique, parce que tout le monde sait qu'il y a toujours des bureaux dans lesquels il y a des fonctionnaires qui ne sont jamais là. Ce qu'il faut plutôt dire au sortir de ce qu'on a lu, de cette sortie du secrétaire général
à la présidence qui s'adresse à l'autre secrétaire général, celui du Premier ministre, c'est de constater avec amusement que c'est maintenant 21 ans plus tard, après que la commission ait été créée, qu'on vient de se rendre compte que les fonctionnaires sont absents. C'est la preuve, le révélateur de l'incompétence de celui qui est au gouvernement, qui dirige le gouvernement, c'est le révélateur de l'incompétence de tous les ministres, pas incompétence de façon globale sur tous les aspects, mais concernant les questions d'absentéisme. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'il faut consommer par procuration la pensée présidentielle ou l'intention présidentielle pour être capable de constater que vous êtes absent ou vos collaborateurs sont absents. Imaginez, il faut que le président de la République rappelle au Premier ministre, il faut que le Premier ministre interpelle tous les ministres pour que ces derniers sachent que dans leur ministère, il y a des absents. Vous voyez qu'il y a un problème. C'est pour ça que nous parlons de l'incompétence sur cet aspect spécifique. Je vais vous dire une autre chose. Que cette commission se tienne, que ce travail se fasse, n'est pas le problème. Comment on vérifie quotidiennement cela? C'est pour ça que nous avons toujours prôné pour la digitalisation et la numérisation du service public, notamment du point de vue de la présence. Madame Léla, dans toutes les entreprises sérieuses aujourd'hui, et même dans certains ministères, certaines directions générales d'entreprises parapubliques, il y a l'empreinte digitale. Et si vous avez votre téléphone, partout où vous êtes au Cameroun, on peut vous localiser. Il y a les plaques solaires. Pourquoi? Quel est l'avantage de cela? C'est que le fonctionnaire ne peut plus s'absenter plus de 3 jours. Parce que quand il vient le matin, il met son empreinte digitale, pas la CNI. Il met son empreinte digitale. Quand il sort, il rentre, il met son empreinte digitale. Il ne peut donc plus faire 3 jours à Yaoundé parce qu'à 15h30, il se sera fait. Et maintenant, ça doit être connecté directement à la direction des ressources humaines de son ministère parce qu'il peut avoir des moments pendant lesquels il est en mission et le ministère va donc pouvoir gérer tout cela avant de transférer à la fonction publique. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est qu'il y a une différence entre être au travail et faire son travail. Pour l'instant au Cameroun, nous on est dans l'efficacité et la performance de la fonction publique. C'est ce qui nous intéresse, au-delà de l'absentéisme. C'est-à-dire que les fonctionnaires peuvent avoir beau être là tous les jours, si on n'a pas également, à la suite de ce processus, indiqué le nombre de jours qu'il doit avoir, que le traitement de chaque pièce doit prendre, et la durée. Par exemple, nous savons que M. Bargangele, malheureusement, ne respecte pas souvent son contrat parce que moi, j'ai obtenu mon récépissé en avril 2020. Nous sommes en 2021. Il est poursuivable parce qu'il m'a dit que je devrais avoir ma carte nationale d'identité le 4e mois et nous sommes en 2021, je n'ai pas ma carte nationale d'identité. Mais vous savez que quand vous faites établir une carte nationale d'identité, vous êtes censé l'avoir 3 mois plus tard. On devrait faire comme ça concernant toutes les pièces. Et les Camerounais ne devraient donc plus, parce qu'il y a un problème d'absentéisme, il y a un problème du travail effectif et il y a un problème d'évacuation de la corruption. Parce que si on sait quelle est la durée qu'une pièce doit mettre, quelle est la durée de tout un dossier, vous n'avez plus besoin de corrompre. Vous vous dites, j'introduis mon dossier, il y en a pour 1 mois. Maintenant, s'il y a une pièce à remplir ou une modification à faire, celui qui a 3 jours pour traiter ce dossier, de cette pièce vous appelle ou vous écrit. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'absentéisme, oui, mais ça ne résout pas le problème global. Et donc, je maintiens ce que j'ai dit. Nous sommes étonnés et surpris que c'est maintenant que les responsables viennent s'en rendre compte. Denis Kobo, Serge Gauthier Onanina pose le fameux problème de 8 heures de temps au travail et 8 heures de temps de travail. Efficacité des fonctionnaires publics face aux tâches qui leur incombent, c'est également ce qui souligne. Questionnable selon vous? Bon, je vais d'abord dire un mot sur le chiffre de plus de 1800 fonctionnaires fictifs qui se dégagent d'un rapport qui vient de l'État. Ce n'est pas une ONG internationale qui donne ce chiffre, c'est le gouvernement qui constate qu'il y a plus de 8000 personnes qui sont des fonctionnaires entre fictifs. 2017 et 2018. Oui, et je note aussi que ce chiffre représente à peu près un peu moins du tiers du chiffre initial. Il y en avait plus par le passé. Donc, avec toutes les opérations qui ont été, les recensements qui ont été menés par le passé, on est aujourd'hui à 8000. Je crois que ce chiffre-là, lui seul, devrait pouvoir nous interpeller. Et pour ne pas faire comme les juristes, mais je suis journaliste et juriste d'un autre genre,
il ne faut pas quand même inverser la charge, appelons ça la charge de la faute. Si vous êtes un citoyen camerounais, vous émergez au budget de l'État sans rendre aucun service à l'État, c'est quand même, c'est vous le fraudeur. Donc, personnellement, je ne vais pas épiloguer davantage sur le rôle du président de la République ou le Premier ministre ou quelques ministres que ce soit en rapport avec cette faute. Moi, je pense à ceux qui émargent au budget de l'État sans, effectivement, il y en a qui ne résident pas au Cameroun. Beaucoup de Camerounais, de compatriotes qui nous insultent nous-mêmes sur les réseaux sociaux à l'étranger font partie de cette liste de fonctionnaires fictifs qui perçoivent un salaire au Cameroun et vivent à l'étranger sans travailler. Il y a également à l'intérieur des Camerounais qui sont avec vous tous les jours et qui ne vont pas au boulot alors qu'ils émargent au budget de l'État. Ça devait nous interpeller et il y a quand même, et là c'est là où je reviens à ce que M. Lanet disait, le fait qu'il n'y ait pas une transparence suffisante sur le fichier, n'est-ce pas, des fonctionnaires, ça pose un problème. Parce que si on nous publiait, si on mettait en ligne la liste des fonctionnaires de la République, nous, vous et moi, étant donné que c'est l'agent du contribuable qui paye ce salaire-là, on aurait pu aider à identifier des personnes qui figurent sur telle liste de tel ministère ou telle administration, alors qu'en réalité, ils ne vont à aucun boulot. On n'a par le passé vu certaines personnes, à l'époque, une personne qui était très vantée, qui faisait tous les plateaux de télévision du lundi au vendredi, le dimanche, et qui parlait en tant que fonctionnaire et qui n'était jamais allé au boulot. Donc, si on parle d'efficacité, il y en a qui émargent au budget de l'État frauduleusement, donc c'est les fraudeurs, c'est des criminels, il ne faut pas avoir peur de mots. Ces gens-là devaient être poursuivis et n'est-ce pas, jugés conformément à la loi. Maintenant, on passe. De façon globale, au-delà de l'absentéisme décrié par le chef de l'État, Serge Gauthier Onanine a posé le problème de l'efficacité des fonctionnaires. J'en viens. En faisant un clin d'œil justement au problème qu'on observe aujourd'hui avec la délivrance des cartes nationales d'identité, c'est justement de cette efficacité, sur cette efficacité-là, que je vous interroge. Également, je disais aussi, sur la carte d'identité nationale, il faudrait peut-être qu'on sache exactement peut-être ce qui se passe. Je pense que ce n'est pas M. Bagangale qui délivre la carte d'identité, c'est la carte d'identité, sa signature est là. Il y a eu un concessionnaire. Non, avec votre permission, je suis en contrat avec la DGSN. Je n'ai pas à savoir, je suis en contrat avec Non, vous êtes citoyen camerounais. Si le prestataire vient poser un acte, j'attends pas je n'attends pas le prestataire. Non, c'est pas exactement la même chose. Vous êtes citoyen camerounais. Il vous souvient que quand l'actuel délégué général de la arrive, ce qu'il a réussi à faire, c'est de chasser des militaires français qui géraient l'identité des Camerounais, le fichier des Camerounais. Et ces gens étaient dans une opération de fichage et de fraude, de spoliation en masse. Ça, on a résolu ce problème. Et il y a eu un contrat donné à Gemalto. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Peut-être que les gens ne le savent pas. J'explique ce que les gens ne savent pas. Il y a un contrat qui a été signé entre l'État du Cameroun et l'entreprise Gemalto. Et on a chassé Thales du Cameroun. Ce qui s'est passé, il faut que vous le sachiez, c'est que Thales est allé à l'étranger racheter Gemalto. Vous voyez, ceux qu'on a chassés du Cameroun, parce qu'ils spoliaient l'État, sont allés racheter l'entreprise qui est venue au Cameroun, Gemalto. Et l'État du Cameroun dit, nous avons signé un contrat avec Gemalto et non avec vous. Donc, ils ont pensé qu'en rachetant cette entreprise à l'étranger, ils devaient revenir continuer à nous spolier dans notre identité. Moi, je ne suis pas... ceux qui sont là-bas vont expliquer. Mais je veux seulement qu'on sache qu'il y a eu une opération des Français qui consiste à aller acheter Gemalto pour revenir au Cameroun. Et ça, personne ne va l'accepter, à commencer par nous. Donc, il ne s'agit pas de demander à Mbagangele ou à l'État, c'est à nous, Camerounais, de demander que celui qui est chargé de nous identifier soit une personne ou une entité fiable. Quand il y a eu le recrutement de 25 000... Je viens. 30 secondes. Ils vont répondre. Le villageois du pays qui va dans un commissariat... Il ne le sait pas du tout. Veut savoir ça? J'ai dit qu'il ne le sait pas. J'ai dit maintenant que quand on a lancé l'opération de recrutement de 25 000... on a 25 000... c'est les contractuels. Nous en avons parlé ici. Chaque jour, dans nos familles, au quartier, dans nos conversations, on a des amis qui recherchent un matricule. Donc, on a de plus en plus de Camerounais qui veulent prendre un matricule. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas travailler, ils veulent spolier l'État du Cameroun et spolier le contribuable. Et on avait, moi, à l'époque, personnellement, j'avais pensé que le chef de l'État n'avait pas à accorder le monde en disant qu'on recrute 25 000 personnes. Parce que sur les 25 000,
il y a au moins 10 000 qui sont venus prendre des matricules et disparaître dans les quartiers pour faire des travaux publics. Et là, j'ai dit, ce sont des fraudeurs. Vous n'allez pas demander, vous n'allez pas condamner celui qui demande qu'on recrute 25 000 Camerounais pour réduire le chômage, au lieu de condamner celui qui se fait recruter et qui disparaît dans l'industrie. Je dis que ça, c'est leur responsabilité. Sur l'efficacité du service, on n'a même pas à redire. Et je dis bien que c'est nous qui travaillons à la fonction. C'est-à-dire nous, c'est les Camerounais qui travaillent à la fonction publique. Il y a des fonctionnaires camerounais dévoués. Moi, j'en ai souvent vu dans des administrations, des Camerounais qui sont dévoués, qui viennent au boulot le matin et qui rentrent le soir. Sauf que ce n'est pas la majorité des fonctionnaires. Il y a par contre des gens qui se tournent le pouce dans des bureaux à ne rien faire. J'ai vu avant-hier une note du ministre des Transports sur ce que nous avons tous décrit, ces contrôles clandestins qui sont sur la voie publique. Vous allez à l'allégation de transport, peut-être qu'ils ont 15 personnels, mais sur les routes entre Douala et Bafoussam, vous voyez plus de 100 personnes qui prétendent travailler pour la sécurité routière. La question c'était, tous ces gens qui sont en route avec des chaussures plus sales là, qui les a recrutés, ils travaillent pour quel service, ils sont payés sur quelle ligne budgétaire. Quoique, il y a une réflexion à faire sans que ce ne soit... on n'est pas en train de railler ce qui se passe, mais c'est suffisamment grave. Donc le fait que dans un pays, des gens soient payés à ne rien faire devait nous interpeller en tant que citoyens parce que c'est le contribuable qui paye ce salaire. Si nous organisons un ping-pong entre nous et le président ou le premier ministre ou les ministres, on ne va pas résoudre le problème. Il s'agit pour nous de dire tout moi, si le jour où je vais voir mon frère qui émage à la fonction publique alors qu'il n'y a jamais mis les pieds, je vais quand même lui poser d'abord la question à lui-même. Et il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la justice qui peut faire Denis Kobo. Maître Georges Tegem, Denis Kobo parlait justement des 25 000 recrutés récemment par le gouvernement camerounais. On a parfois vu dans des bureaux des directeurs avec plusieurs secrétaires affrétés aux mêmes tâches. Est-ce que les recrutements lancés par l'État du Cameroun sont toujours bien pensés? Écoutez, moi je pense que l'État du Cameroun, lorsqu'il décide de recruter du personnel, a forcément un besoin. Et lorsque vous fréquentez les administrations, vous constatez qu'il y a des besoins au niveau du personnel de l'État. Ce que je voulais quand même faire un peu observer, c'est que M. Gauthier Onanina, je pense qu'il pose des problèmes et je comprends pourquoi tout à l'heure, il ne soit pas très d'accord avec ce que j'ai dit concernant M. Denis Kobo. M. Onanina, voyez-vous, moi je pense que dans un pays comme le nôtre, on est au niveau de la responsabilisation de chacun. C'est-à-dire que lorsque vous confiez votre syndicat à M. Denis Kobo, vous le responsabilisez. Et lorsque dans l'exercice de ce que vous lui avez confié, il se distingue par la qualité de son travail, il mérite une récompense. Et ça dit, il mérite au moins d'être reconnu. Lorsque l'État du Cameroun décide d'employer 25 000 personnes, ce que nous attendons de ces 25 000 personnes, c'est que chacun se dévoue au service de l'État. Vous ne pouvez pas, M. Onanina, enfin, vous avez le droit de vous exprimer et de dire ce que vous pensez. Mais moi, je pense que dans un pays comme le nôtre, on n'a pas besoin du président de la République pour appeler un fonctionnaire qu'il doit servir l'État. C'est ce que M. Kobo et ce que je disais tantôt, il est fait dans le cas du SNJC. Lorsqu'on vous confie une mission, lorsque vous choisissez de servir le lycée, vous êtes professeur, vous devez le faire avec amour, avec passion, avec dévouement, avec patriotisme, pour demain être récompensé, être suivant général, censé éventuellement proviseur. Puisque c'est votre travail, la qualité de ce que vous faites, votre service. Le président de la République n'a pas besoin d'être derrière vous avec un fouet. Et en ce qui concerne l'efficacité, lorsque vous vous rencontrez en Europe, par exemple, un Européen, qu'est-ce que vous faites? Vous dites par exemple, je suis avocat. Il dit, est-ce que tu aimes ce que tu fais? C'est la question qu'ils posent toujours. Parce qu'ils savent qu'on ne fait bien que ce que l'on aime. Si quelqu'un décide de venir spolier l'État, vous voyez qu'il commence déjà avec une mauvaise intention. Et vous ne pouvez pas demander au président de la République de rentrer sonder les reins, ou au ministre de la fonction publique, ou au premier ministre chef du gouvernement, d'aller sonder les cœurs et les reins. Lorsqu'on a le recrutement, on voit les gens s'aligner, on se dit, écoutez, ça ce sont des gens qui veulent servir leur pays, ce sont des patriotes, ce sont des serviteurs, ils ont envie de donner ce qu'ils ont envie de restituer au pays, ce que le pays leur a donné. C'est comme ça qu'on réfléchit et nous pensons que c'est en responsabilisant chacun que l'on peut aboutir à un résultat optimum. Lorsque vous parlez, vous dites qu'il faut une administration efficace. Elle ne peut pas être efficace parce qu'on a sanctionné les gens. Elle serait efficace parce que ceux qui servent ont la volonté de servir. Et si vous allez sanctionner M. Onanina, vous ne commencez pas à sanctionner Tegem, vous poursuivez avec tel et tel et tel. Vous allez constater que finalement vous avez vidé l'État. Lorsqu'on lance une opération comme celle du comptage physique du personnel de l'État, c'est une opération qui est tout à fait louable. Elle est souhaitable pour évaluer et voir ce qui effectivement touche un dû, ce qui spolie l'État, comme dit M. Kobo, pour envoyer son vocabulaire,
et qui finalement ne servent pas l'État. Mais moi je pense que chacun d'entre nous, c'est un problème de responsabilité personnelle des Camerounais. Lorsque vous êtes recruté par l'État du Cameroun, il faut vous mettre au service de l'État du Cameroun, au service de votre pays, au service des citoyens, au service de tout le monde. Si vous le faites bien, moi je pense que le résultat sera optimum sans qu'on ait besoin que le président de la République écrive via monsieur le secrétaire ministre d'État, secrétaire général, au secrétaire général du service du Premier ministre. Et j'ai vu un début de solution, peut-être que allant dans le même sens que vous, en termes de contrôle, à travers ce que monsieur le ministre de la fonction publique fait en ce moment, avec la décentralisation, déjà même, parce que la décentralisation vise aussi à rapprocher l'administration des usagers, l'administration des fonctionnaires, pour permettre aux fonctionnaires sur place de faire un contrôle. Je ne sais pas si ça aura les résultats, mais souhaitons. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Camerounais se mettent au service du pays. En ce qui concerne le problème des CNI, le délégué général de la Sûreté nationale a suffisamment communiqué dessus. M. Kouébou a donné tout à l'heure effectivement un des problèmes qui se posent, mais il y en a plusieurs. Moi, je souhaite que ce problème se règle, parce que si les Camerounais atteignent leur pièce d'identité, il est bien évidemment que le devoir du gouvernement, c'est de leur distribuer les pièces d'identité. J'aimerais qu'on s'intéresse à présent sur les causes du phénomène. Maître Tegem disait tout à l'heure que lorsque les concours d'intégration sont lancés, c'est des fils et des fils qu'on voit. Cependant, une fois intégrés, on note l'absentéisme décrié par le SGPR. Quelles sont, selon vous, les causes profondes de ce phénomène? L'impunité. C'est la cause profonde du problème, l'impunité. Parce que vous travaillez dans une entreprise privée, vous pouvez aimer ou pas votre travail, si des contraintes familiales vous empêchent d'être là. Vous pouvez avoir ces contraintes et que vous ne fassiez pas votre travail, on ne va pas parler de conscience. Celui qui est censé réguler votre incompétence ou votre absence au travail, c'est votre employeur qui sanctionne parce qu'il a un besoin, il a des objectifs à atteindre. Vous avez votre conscience personnelle, mais votre conscience personnelle ne doit pas empiéter sur l'intérêt général du fonctionnement de la boîte. Qu'est-ce qui se passe avec... Et c'est là où j'ai estimé que la conclusion de M. Tegem était préoccupante, parce qu'il a dit on ne va pas quand même vider la fonction publique. Ça veut dire qu'il est dans le régime de la complaisance. Or, nous, on a besoin de l'efficacité. Et l'efficacité ne se nourrit pas de la complaisance. Parce que la fonction publique ne recrute pas 25 millions de Camerounais, mais recrute les Camerounais qui sont à même d'être au service de cette fonction publique sur la base d'un job description, d'un cahier de charges et des résultats attendus. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous ne sanctionnez pas X, Y, A, B, C, comme vous disiez, M. Tegem, à partir du moment où tout le monde va se rendre compte que la sanction ne suit pas, c'est pour cela que les gens ne vont pas au travail. Parce qu'on ne punit pas. Et il est quand même étonnant que c'est le président de la République qui vient de rappeler à ceux qu'il a délégués qu'il y a de l'absentéisme, lui qui est très haut au niveau de la pyramide. Ça pose un problème de toute la chaîne en termes de responsabilité. Ceux qui ont été recrutés, ceux qui sont censés faire le suivi, ceux qui auditent, tout cela. Parce qu'on peut estimer que s'il y a 8000 et poussières de fonctionnaires qui sont fictifs, c'est le résultat d'un audit. Donc il y a ce problème managérial. Quand on recrute, tout le monde veut travailler. Mais cela ne veut dire pas que si quelqu'un ne vient pas au travail, on va dire d'abord que c'est un problème de sa responsabilité. Il y a sa responsabilité, certes, mais il y a un mécanisme de sanction dans toute organisation. Je suis surpris qu'on n'en parle pas ici. L'État est une organisation. Et si les gens travaillent pour l'État, ils ont pris des engagements, ils savent à quoi s'en tenir lorsqu'ils ne travaillent pas. Et cet État soit sait ce qu'il doit faire lorsque ces gens ne travaillent pas. 21 ans plus tard, c'est là où on vient se rendre compte qu'il y a des Camerounais qui consomment de l'argent. Il y a des Camerounais, comme M. Kouébou disait, qui ne viennent jamais au travail. Il y en a même qui donnent des arguments. Et c'est un argument parfois risible. Madame Leila, ils vous disent, moi je ne peux pas aller travailler en périphérie parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, l'enclavement est accentué là-bas. Mais j'ai envie de leur poser une question simple. Monsieur, quand vous postuliez aux États-Unis, dans l'administration des États-Unis, parce que pour le Cameroun, pour ce qui concerne le Cameroun, l'arrière-pays du Cameroun est enclavé. Et que quand vous postuliez, vous saviez que cet arrière, il y a une possibilité pour vous, à 50 ou 70%, que vous travaillez pour le type de métier pour lequel vous avez postulé, que vous travaillerez.
évidemment pour cette périphérie. Et je vais vous dire, c'est par là que je vais chuter, lorsque vous recrutez quelqu'un, parfois, l'expérience de l'arrière-pays dans son CV est flatteur. On se dit, tiens, avant de venir ici, il connaît le problème à la base. Mais nous avons des fonctionnaires ou des agents de l'État qui veulent avoir un ensemble de facilités, une progression, un profil de carrière adossé sur un recrutement et des tâches ou alors des nominations systématiques dans l'administration centrale sans état de service à la base, qui fait en sorte que on puisse apprécier son expérience sur la question. Monsieur, quand vous nommez enseignant, c'est pour enseigner l'enfant de la brousse. Quand vous nommez dans le commerce, c'est pour vous occuper du commerce de la périphérie, pas de celui de Yaoundé ou de Douala. Il faut que cela soit su, et c'est sur ça qu'on doit veiller. Si aujourd'hui ils en ont pris conscience, c'est une bonne chose, mais entre prendre conscience et que ce soit réel, nous allons être regardants. Alors, Roland Tsapi est journaliste, il nous a rejoint. Bonjour Roland Tsapi. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être venu rapidement. Merci énormément, Roland Tsapi. On parle justement de l'absentéisme dans la fonction publique et on essayait avec Serge Gauthier-Onanina d'analyser les causes profondes de ce phénomène. Selon Serge Gauthier-Onanina, la première raison pour laquelle les fonctionnaires font ce qu'ils veulent, c'est l'impunité. Alors, la loi prévoit des conseils de discipline régionaux pour sanctionner les fonctionnaires qui ne suivent pas l'ordre établi. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer leur non-tenue régulière? Merci déjà. Avant de pouvoir expliquer ce qui peut être à l'origine de la non-tenue des conseils régionaux, il faut déjà revenir à cet absentéisme-là, parce que, comme le disait le panéliste précédent, la première cause, ça peut être telle ou telle chose, mais il faut également noter que la fonction publique est devenue un champ par excellence de la frustration. C'est le lieu par excellence où dans ce pays on note de la frustration. Les fonctionnaires sont frustrés à la base, frustrés par le mode de recrutement, frustrés par le mode d'affectation. Je vais vous prendre l'exemple des dernières nominations dans la police, par exemple. Vous voyez qu'il y a des policiers qui ont sérieusement usé leur tenue dans la fonction et qui sont là encore en attente d'une quelconque récompense à un niveau de leur profession. Mais on les laisse là et on nomme ceux qui sont déjà à la retraite et qui ont été notifiés. Qu'est-ce que vous pensez que ça crée en ceux-là qui attendent encore? De la frustration. Vous allez voir qu'à certains postes, on nomme des plus jeunes, alors que, comme l'expliquait, c'était le professeur Hubert Monodjana, ce qui devrait régner dans la fonction publique, c'est le principe de seniorité. C'est-à-dire qu'on devrait nommer au poste le plus important, les plus anciens au poste, ou bien le plus ancien à la fonction. Cela ne se fait pas. On a noté également que aussi les affectations entre guillemets disciplinaires à tête chercheuse sans que rien n'explique justement. Ce qui fait, toutes ces choses-là mises ensemble font en sorte que les fonctionnaires sont frustrés, et à un moment donné ils se disent que bon, ok, comme c'est seulement la chose de tel ou tel, puisqu'ils peuvent être nommés et affectés à des postes entre guillemets juteux, tant qu'à faire, il faut bien qu'ils viennent travailler à ma place. Et il y a également le fait que même ceux qui sont nommés à des postes de responsabilité dans la fonction publique se prennent comme des petits roitelets qui peuvent venir quand ils veulent, donner des ordres et repartir. Ce qui se passe, c'est que les autres travailleurs du bureau s'alignent à ces heures d'arrivée. On sait que le chef de bureau n'est là qu'à 9h30, 10h. On s'arrange à être là aussi à 9h ou à 8h30, un peu avant qu'il n'arrive. Et c'est tout ça qui, mis ensemble, fait constater que dans la fonction publique, il y a tout cet absentéisme-là. Maintenant, au niveau des conseils régionaux, pourquoi ils ne sont pas tenus? Tout simplement parce qu'effectivement, l'employeur qui recrute et qui doit gérer le personnel de la fonction publique n'est pas toujours mu par ce que je vais appeler un objectif d'efficacité et de rentabilité. Voyez-vous, les fonctionnaires n'ont pas des objectifs qu'on leur fixe, par exemple, comme dans la fonction, comme dans le privé. Vous allez constater, par exemple, nous avons dans ce pays l'expérience de Camtel. De Camtel qui, à un moment donné, avait développé le segment Camtel Mobile, qui n'a pas pu être développé à cause du fonctionnariat. Et MTN, pour ne pas faire la publicité, est venu racheter ce segment
et l'a développé à une vitesse vertigineuse et aujourd'hui fait des profits qu'on ne peut pas mesurer. Tout simplement pourquoi? Parce que, étant une entreprise privée, quand vous recrutez à tel poste, vous êtes vendeur, on vous dit, vous avez obligation, avant la fin du mois, de me produire tel chiffre. Ce qui n'est pas le cas quand c'est la fonction publique ou bien quand on sait que c'est une entreprise étatique. Alors, quand l'employeur n'est pas mu par cet objectif, ça ne lui sert à rien de réunir un conseil, parce que le conseil est réuni pour constater les défaillances, pour voir ce qui n'a pas marché et pouvoir réajuster pour qu'on avance. Mais si celui qui est là et qui doit gérer ça n'est même pas conscient que des objectifs n'ont pas été atteints, ça ne lui sert à rien de faire ce genre de choses. Et des rares fois où cela peut être tenu, c'est juste parce qu'on veut à tout prix la tête de tel ou de tel autre. Donc, pour me résumer, c'est l'absence de En fait, ce que vision. vous dites, c'est qu'il faut revoir la façon de tenir ces conseils. Avant même de revoir la façon de tenir ces conseils, il faut que les fonctionnaires dans l'ensemble prennent conscience du rôle qui est le leur. Vous savez qu'au Cameroun également, on entre dans la fonction publique pour aller se reposer. Discuter avec des gens dehors, ils disent qu'ils font tout pour avoir un matricule parce qu'arriver là-bas, c'est le laxisme total, personne ne suivait personne. Donc, on n'a pas d'objectif à atteindre. C'est quand on aura réussi à refondre les mentalités des fonctionnaires, qu'ils sachent que quand ils sont recrutés, c'est pour se mettre au service des usagers et qu'on leur aura assigné des objectifs que la surveillance de ces objectifs pourrait permettre donc que finalement on dise que bon, ok, il faut qu'on se réunisse tous les lundis, parce que dans les entreprises privées, par exemple, les réunions de service se tiennent tous les lundis, par exemple, pour essayer de réguler un certain nombre de choses. Et si ça se tenait, la conséquence logique serait qu'à la fin du mois, ou bien 3 mois après, on puisse tenir une autre réunion pour évaluer les objectifs. Justement, Denis Kobo, on reste dans le même sillon que Roland Tsapi. Paul Biya demande justement l'organisation du Conseil supérieur de la fonction publique. Pensez-vous que le problème aurait la même ampleur qu'aujourd'hui si l'institution siégeait exactement comme le prévoit la loi? Oui, que si tout à l'heure j'ai parlé des sanctions. Pour qu'on arrive à la sanction, il y a d'abord la faute. Donc les causes ne peuvent pas être confondues aux effets. Donc la sanction, là, c'est pour corriger les effets, n'est-ce pas, d'une sorte de désengagement au niveau des fonctionnaires. Mais moi, je vais rester sur des éléments assez matériels. Quand il parle de la complaisance, la complaisance aussi, c'est au niveau des recrutements. La complaisance, ce n'est pas au niveau du fonction, c'est au niveau des recrutements. Je crois que quand les colons sont arrivés chez nous, à l'époque, il fallait commencer à avoir un dosage indigène dans l'administration qui était là. En fait, l'administration c'était l'administration coloniale. Et on a commencé à prendre l'enfant du catéchiste, l'enfant du chef de village, pour préparer le départ des colons. Et lorsque les colons sont partis, ceux qui sont arrivés là, pour certains, ont pensé qu'ils étaient dans la fonction publique, pas pour servir la République, servir l'État, mais pour se comporter comme étant c'est pas les successeurs légitimes des colons. Ça, la complaisance commence là. Quand je suis les réactions des Camerounais chaque fois qu'il y a un concours pour les grandes écoles, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, il y en a qui prennent la règle, ils prennent la carte du Cameroun, et les gars le dosage ethnique, le dosage par région. Cette conception à la base veut dire que personne ne veut le service, il veut des gens au service de l'État. Si vous voulez que les gens servent un État, vous ne commencez pas à aller regarder la démographie, avoir une lecture ethnique ou tribale de la composition. Quand mon ami Roland parlait des postes juteux, ben ça c'est dans le jargon camerounais. Qu'est-ce qu'un poste juteux? Si vous êtes commissaire de sécurité publique dans une ville, quel est le rôle du commissaire de sécurité publique? Sécurité publique. Alors si maintenant on estime que faire la sécurité publique à Ndiombe, c'est moins juteux que faire la sécurité publique à Mbanga ou à Douala, on n'est plus là dans le rôle d'un policier. Donc moi j'ai eu ce cas-là, un policier qui allait voir son chef parce qu'il voulait démarcher pour aller travailler à l'aéroport. Et son chef l'a affecté en brousse.
Il a dit, ben, si ce monsieur demande à aller travailler à l'aéroport, c'est qu'il va aller arnaquer les gens, les voyageurs, les passagers. Pourquoi est-ce que vous demandez à quitter le commissariat du 11e à Douala ou le 8e pour aller travailler à l'aéroport? C'est que vous pensez que là-bas, vous allez arnaquer les gens. Je crois que donc, dans notre analyse, dans la structuration de notre argumentaire, il faut rapidement condamner ce genre de pratiques qui ont cours dans nos administrations. Aujourd'hui, moi, je regarde la faute. Moi, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, la faute, n'est-ce pas, de l'indiscipline incombe à celui qui est payé à ne pas faire un travail. Ça, c'est la faute. Il y a la qualité de l'encadrement des fonctionnaires. Vous n'allez pas trouver un camp militaire de 100 hommes avec 20 personnes qui ne viennent pas. Tout le monde sait à quelle heure un militaire arrive au travail ou qu'un policier arrive au travail, un gendarme. Parce qu'il y a de la discipline là-bas et les gens qui sont nommés comme chefs ont pour rôle de contrôler leurs éléments. Quand vous allez au lycée, qui est le patron de qui? Il y en a qui vous disent que ben, le proviseur, il est tout jeune et il n'a pas à me parler. Est-ce que vous avez le fichier? Le problème même du contrôle, c'est que est-ce que nous avons la liste des fonctionnaires? Si vous vous donnez la liste des fonctionnaires, je sais que M. Tsapi qui est ici est fonctionnaire, il est censé être à Garoua, mais je le vois tous les jours à Douala. Nous, on ne sait pas qui est fonctionnaire et qui ne l'est pas. Et il y a des Camerounais qui viennent d'être condamnés pour les affaires de faux de salaires fictifs. Donc, on n'est pas seulement sur l'affaire c'est un process. Et lorsqu'on a condamné ce Camerounais qui se faisait payer en milliards de salaires par an, moi je suis toujours sur les réseaux. Il dit, ben, pourquoi on l'a condamné seul? Il ne fallait pas qu'on le condamne. Donc, il faut aussi que les Camerounais cessent de demander une chose et son contraire. Les fonctionnaires sont payés par le contribuable. Et celui qui est chargé donc de s'assurer que tous ceux qui émargent au budget de l'État ont droit à ce salaire, ce n'est pas le président ou le Premier ministre, c'est d'abord nous. Donc si nous savons qu'il y a des gens si nous connaissons des gens qui... Vous savez que tout récemment, dans la liste, il y avait des journalistes. Il y a des journalistes même du privé qui émargent parmi ces salariés fictifs. Et on n'en a pas beaucoup parlé justement parce que comme ça nous touche, on a couvert cette affaire. Donc ne restons pas seulement sur l'affaire de 8 000. Il faut qu'un fraudeur soit pris pour un fraudeur. On ne peut pas trouver des subterfuges, des échappatoires pour quelqu'un qui fait de la fraude, qui, n'est-ce pas, a un salaire indu, qui a même un emploi. Il y a des gens, par contre, qui sont même des faux. Il y a des fictifs, c'est-à-dire des faux fonctionnaires. Merci, Denis. Il y a des faux fonctionnaires qui sont à la fonction publique, pendant que des vrais fonctionnaires sont en errance. Maître Georges Teguem, Denis Kobo faisait savoir tout à l'heure qu'on ne sait finalement plus au Cameroun qui est fonctionnaire, qui ne l'est plus. Qu'est-ce qui explique la difficile maîtrise de ces effectifs-là? On a eu Antilope, on a eu CJPS 1, on a eu CJPS 2, mais on se rend compte que le phénomène perdure. Écoutez, moi je pense que nous devons travailler où il faut travailler, c'est-à-dire au niveau de la formation et de la responsabilisation. Si nous continuons à croire, comme disait M. Nanina, vous savez, ces partis d'opposition, il est d'un parti d'opposition, ils ont toujours l'impression que les Camerounais, il faut aller avec le fouet. Moi je pense que les Camerounais sont suffisamment grands et suffisamment responsables, M. Nanina, pour qu'on les regarde toujours avec un fouet. Vous dites qu'il faut sanctionner. Non, non. Nous préférons agir sur le plan de la formation. Les fonctionnaires au Cameroun reçoivent d'abord une formation initiale, c'est-à-dire à l'école de formation, au centre de formation. Ensuite, il faut qu'ils reçoivent au cours de leur parcours ce qu'on appelle une formation continue. Comme d'ailleurs dans le métier des journalistes, vous allez avoir des séminaires dans lesquels vous imposez que les journalistes participent. Et puis, M. Tsapi, vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de problèmes. Moi, je pense que vous les prenez peut-être bien, enfin vous les comprenez, mais je pense qu'il convient de les analyser pour mieux les comprendre. Vous prenez un fonctionnaire des impôts, vous lui dites qu'il n'a pas la DPO. Allez là-bas, vous demandez la DPO, la direction par objectif. Ça veut dire qu'ils ont des objectifs, contrairement à ce que vous disiez. Lorsque vous allez au lycée, l'enseignant a ce qu'on appelle le cahier des textes. Le cahier des textes, vous savez à quoi ça sert quand il dépose chez le censeur? C'est le contrôler. Il a des objectifs. On lui dit, au mois de mars, vous devez être à tel niveau dans votre programme. Si vous prenez les magistrats, ils vous disent qu'ils ont de rendement. Donc vous allez même en douane, vous voyez, ils ont des objectifs. Donc moi je pense que lorsque vous parlez de manière un peu généralisée comme ça, vous pouvez vous tromper. Mais vous parlez de sensibilisation et de formation. Jusqu'ici, quels résultats ils ont produits? Non. Nous devons continuer. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est des Camerounais. Quel est justement l'impact de la non-tenue des conseils de discipline régionaux et même du Conseil supérieur de la fonction publique sur la montée en puissance de ce phénomène? Madame, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'il y aura le Conseil de discipline que ça va s'améliorer. Donc en fait, le président de la République fait une fausse analyse. C'est lui qui demande l'organisation de ce Conseil. Non, il demande de le faire en cherchant toujours des solutions. Mais je vous dis,
on continuera à travailler, mais nous devons d'abord travailler dans le cadre de la formation et dans la prévention. Parce que le courrier de son Excellence, ou alors de M. le ministre d'État, de son ministre, secrétaire de service Premier ministre, c'est un courrier qui vise plutôt à faire comprendre aux fonctionnaires que désormais, on a déjà tapé avec CGPS 1, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en silo, et on va agir sur le plan. Et c'est même encore plus avancé, puisque c'est prévu que les conseils régionaux doivent se tenir, les disciplines régionaux. Ça veut dire qu'on peut même déjà implémenter sur le plan du terrain. Ça, c'est une technique, si vous voulez, de prévention pour prévenir que si ça continue, on sera bien obligé de frapper. Mais je pense que la priorité doit être accordée d'abord à la formation, à la sensibilisation. Et n'oubliez pas que lorsque vous payez d'Antilope, vous payez de CJPS. Ceux qui ont connu ces programmes-là sont même déjà aujourd'hui à la retraite. Et lorsque vous dites que dans la fonction publique, M. Tsapi, vous dites qu'on a nommé les gens en retraite, n'oubliez pas qu'entre la date où le décret peut être entré à la présidence de la République et ce jour, il y a eu le décret présidentiel qui a augmenté l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Ne l'oubliez jamais. Oui, parce que si vous êtes notifié, vous ne pouvez pas rester. Il ne faut plus rester. Donc, n'oubliez jamais qu'entre-temps, il y a des choses qui peuvent s'être passées. Donc, moi, je pense que il faut. Moi, je continue à penser que dans un pays, si nous voulons avancer, il faudrait que chacun d'entre nous, vous avez parlé tout à l'heure de prise de conscience, j'ai beaucoup aimé ce discours. Si chacun d'entre nous, même dans le métier que vous faites de journaliste, M. Tsapi, si vous n'êtes pas conscient que lorsque vous prenez votre plume, vous écrivez dans le journal pour lequel vous travaillez, vous apportez quelque chose, une plus-value sur la formation des Camerounais, sur l'éducation des masses, si vous n'êtes pas conscient que dans ce que vous écrivez, ça va participer à construire le Cameroun, non le détruire, on n'avancera pas. En fait, maître Georges Teghem, le problème qui est posé, c'est on a deux catégories d'employés. Dans le privé, on obtient facilement des résultats. Dans le public, on peine à obtenir des résultats. Qu'est-ce qu'on fait pour que dans le public, on parvienne à obtenir ne serait-ce que la moitié des résultats qui sont obtenus dans le privé? C'est la question qui est posée fondamentalement. Je comprends tout à fait votre question. C'est pourquoi je dis depuis que si vous pensez que c'est une question de privé-public, je ne pense pas qu'il faille distinguer ainsi. Parce que généralement, dans le privé, ce n'est pas le service de l'État. C'est le service des intérêts particuliers. C'est pour ça que comme c'est pas un véritable on devrait négliger alors. Pas du tout. Justement, on ne se comprend pas. Je dis justement qu'il faut une culture du service de l'État. Il faut une culture du sens de l'intérêt général. Il faut une culture il faut une culture du patriotisme étatique. Le service de l'État est très difficile. Vous avez dit tout à l'heure que les gens sont frustrés, ils sont mal payés, vous avez évoqué tout ça. Justement, le service de l'État, c'est ça. C'est que vous ne travaillez pas pour un rendement financier tout de suite. Vous ne travaillez pas parce que vous allez à l'aéroport, comme disait M. Denis Kouébou. Vous travaillez parce que vous avez le sentiment qu'ici, j'aime mon pays. Moi, j'ai discuté avec un ancien directeur général à Sokapal, mais je crois peut-être aujourd'hui décédé. Il m'a dit que quand ils travaillaient, ils étaient contents de venir là et dire qu'aujourd'hui, il y a 15 hectares de palmera, il y a 20 hectares. Ils étaient contents de dire. Ils disent qu'ils ne gagnaient pas de l'argent, mais au moins, ils étaient contents de servir leur pays. Et c'était comme ça qu'on travaillait. Et l'actuel chef de l'État, lorsque vous le voyez travailler, vous croyez que lui, il vous fait un stade à cet âge-ci là? C'est pourquoi c'est le service de l'État. C'est qui se dit, bon, je laisse ça à mon pays. Si les gens se réfléchissaient comme ça, on avancerait. Mais si chacun vient et dit, bon, il faudrait qu'avant ça, j'ai fait ceci, il faut qu'avant... C'est ça le véritable problème. Dans le privé, c'est les intérêts particuliers. Et justement, comme on est payé au rendement, on est payé parce qu'on fait les heures supplémentaires, on a envie de travailler. L'État, c'est que vous travaillez, vous servez un peuple, vous servez le pays, qui parfois ne vous rémunère pas à votre juste valeur, mais qui vous donne ce que l'État a pour vous. Donc moi, je pense que nous devons continuer. Chacun a travaillé. Madame Léla, vous êtes ici, vous faites l'émission. Est-ce que le président n'a pas besoin de vous écrire pour venir à l'émission? Vous savez que vous devez faire l'émission. Vous venez. Vous nous avez appelé, on est venu, on sait qu'on doit faire l'émission. Moi, j'ai un travail sur mon bureau. Je sais que je dois le livrer demain matin. J'ai fini l'émission, je vais dans mon bureau, je le travaille. Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle. Donc moi, je pense que nous devons continuer à sensibiliser les masses, à former, à discuter, à parler, comme dans les émissions comme celle-ci, pour que les fonctionnaires finissent par comprendre que, comme disait monsieur Kouébou tout à l'heure, la responsabilité est celle de celui qui commet la faute. Quelles sont les réformes institutionnelles à mener aujourd'hui? Je ne sais pas, je les ai présentées, mais avant de les présenter, je commence par dire que je suis inquiet. Très inquiet par le discours, quand j'entends le discours de M. Maître Teghem, qui est dans la dynamique de la formation, de la sensibilisation, de la formation continue. Je vous prends un exemple simple pour vous montrer en quoi c'est dangereux. Vous êtes dans le CJPS, il y a des gens c'est un système informatique dans lequel il y a des gens qui ont été responsabilisés pour pouvoir clairement décompter qui est fonctionnaire ou pas. Ça veut dire qu'il y a une responsabilisation. On fait quoi? On se rend compte qu'il y a que des fonctionnaires fictifs. Qu'est-ce qu'on fait? On audite le service, on trouve les responsables, on les
sanctionne. Sanctionner ne signifie pas les radier de la fonction publique. Parce que quand j'entends Maître Tegem, il est dans la logique du maintien des gens dans les postes. Non, on peut vous maintenir dans l'institution, au service de l'État, sans que vous ne soyez le responsable du service dans lequel vous êtes un goulot d'étranglement. C'est de cela qu'il est question. Quand vous le dites comme ça, parce que vous dites, et vous avez parlé de rendement, je vous rappelle que même lorsque vous êtes dans la fonction publique, vous savez que le salaire ne sera pas conséquent à ce que vous valez. Mais quand vous êtes engagé dans une organisation pour la servir, vous parliez de responsabilité et de conscience personnelle. Vous ne pouvez pas le dire et vous contredire en même temps. Vous avez pris un engagement, votre conscience personnelle vous oblige à produire le rendement et le résultat pour lequel vous êtes attendu. Donc, moi, je maintiens qu'il faut auditer, sanctionner les gens. Si on est capable, dans l'armée, de sanctionner, de relever des fonctions, ne signifie pas radier de la fonction publique. Ça veut dire que vous n'occupez plus le poste. C'est au niveau des postes que les gens occupent qui dérange. Et même quand on a un fonctionnaire qui ne vient pas au travail, certains ont subi des suspensions de salaire. Le problème maintenant, c'est qu'on les rétablisse à temps. C'est-à-dire qu'on a dit 3 mois, les 3 mois doivent être respectés. Si on ne suspend pas les salaires des gens qui ne travaillent jamais, qui sont absents pendant 2 ans, ils vont continuer à dormir chez eux. Maintenant, pour répondre à votre préoccupation qui était en relation avec quelles sont les réformes, enfin, je vous ai dit, il faut numériser, digitaliser. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a, je ne sais pas combien, à supposer qu'il soit 1,5 million de fonctionnaires. Il suffit que cet État, avec l'argent du contribuable, décide qu'en un an, on digitalise. Les services départementaux des impôts fonctionnent aujourd'hui. Là où il n'y a pas d'électricité, on a mis des plaques solaires. Aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a plus de timbre fiscal physique. Aujourd'hui, dans tous les centres des impôts, des zones reculées, vous allez juste avec votre document, la plaque solaire, et ils travaillent avec ça. Ça veut dire que c'est possible. On vous met une plaque solaire dans toutes les institutions. C'est pas coûteux. Avec un système de digitalisation dans lequel on vient vérifier. Vous venez insérer votre pouce à 7h30 si vous devez être là à 7h30, à 8h30 si vous devez être là, et puis à 15h30, c'est directement affecté au service des ressources humaines. C'est simple. Ça, c'est pour la présence. Maintenant, je vous dis, concernant l'efficacité, toutes les pièces à traiter dans un service, quand vous travaillez, maître est dans un cabinet, tous les journalistes, on connaît la durée d'une tâche à faire. 2, 3 jours, 3 heures. On fixe, on sort ça. On vous dit, vous avez 3 heures, mais comme il peut y avoir des dysfonctionnements, vous avez une marge de 2 heures supplémentaires. Toutes les pièces, c'est comme ça. Et puis maintenant, vous savez, quand vous avez déposé votre pièce ou votre dossier, voilà les délais. Ça va résoudre le problème. On résout le problème de l'absentisme et de la performance en même temps. Et ça permet une traçabilité. Les Camerounais sont capables donc là maintenant d'apprécier. À en croire Serge Gauthier, Onanina qui parle de digitalisation et de numérisation, on a l'impression finalement que résoudre ce problème d'absentéisme et tous les autres maux qui minent la fonction publique au Cameroun n'est pas si difficile que ça. Qu'est-ce qui explique donc que le gouvernement camerounais n'aille pas vers cette solution? Pensez-vous qu'il y ait la volonté Avec votre permission, au Rwanda, il y a un documentaire, une petite vidéo qui passe. Au Rwanda, tout le monde l'a, cette vidéo, où il était question de produire des pièces. Ils ont pris l'exemple de la CNI. On a dit chacun peut avoir sa CNI, tout est numérisé et vous allez juste retirer. Pourquoi un État comme le Rwanda est capable de le faire? C'est-à-dire que nous sommes là, dans le service de l'État que vous avez évoqué. Et qu'au Cameroun, ce soit une magie. La volonté des pouvoirs publics pour résoudre ce problème était suffisamment forte? Je dirais qu'elle n'existe même pas. C'est une question de volonté politique, tout simplement. Parce qu'on a bien vu des domaines où, quand l'État a voulu, la volonté ferme s'est manifestée, le problème a été résolu. Et à une époque où on vivait dans ce pays le phénomène de faux carburant qu'on appelait les oisois, l'État a pris ses responsabilités. Il y a une époque, a pris ses responsabilités, ça s'est éteint. Et maintenant que l'État a encore baissé la garde, c'est en train de revenir avec encore plus d'acuité. Mais il faut tout simplement que non seulement la volonté soit là, qu'une décision soit prise et qu'elle soit suivie. Il y a d'abord ça. Maintenant, autre chose, c'est que au-delà de la formation
dont faisait Maître, qui pour moi ne sont que des occasions, des forats pour penser davantage les caisses de l'État à travers les PADIEM et autres, il y a l'application des textes. La formation, on n'a pas le fonctionnaire, une fois qu'il est recruté, ceux qui passent par une école sont déjà suffisamment formés. Et par la suite, il y a les textes qui régissent toute fonction. La fonction publique dans ce pays est régie par les textes. Chaque responsable sait ce qu'il a fait. Chaque employé, chaque employé du bureau sait à quelle heure il doit arriver, pourquoi il doit arriver et ce qu'il doit faire. Il sait même ce qui lui advient s'il ne fait pas son travail. Tout ça, c'est prévu par les textes. On n'a pas besoin d'une formation supplémentaire pour le faire. Mais maintenant, c'est aussi un problème de volonté politique quand les textes ne sont pas appliqués et rien ne fait. Voyez-vous? Et puis, ce n'est pas seulement spécifique à la fonction publique. Le gros problème de ce pays, c'est la non-application des textes. Chacun veut appliquer les textes pour protéger ses intérêts quand ça l'arrange. Et quand il ne trouve aucun intérêt, c'est de laxisme total. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne veux pas m'étendre davantage là-dessus, mais tout simplement dire que une fois que l'État aura la volonté politique réelle de réguler un certain nombre de choses, ces problèmes vont se réguler. Je suis convaincu. Avec l'État, on ne joue pas. L'État est fort et a surtout les moyens de sa politique. Il suffit de les mettre en application. Voilà. Un manque de volonté, Denis Kobo? Bon, je vais à la base. Tout à l'heure, j'ai parlé du caractère néocolonial de la fonction publique. Parce que le problème, il y a beaucoup de... On axe beaucoup notre réflexion sur les effets. Il faut restructurer la fonction publique pour qu'elle serve à quelque chose. Le problème que l'État du Cameroun a aujourd'hui, c'est d'être en train de consacrer l'essentiel de la ressource à des choses inutiles. C'est que l'essentiel de l'argent... Il n'y a pas de magistrat au niveau de la justice. Il n'y a pas suffisamment de personnel de santé. Mais regardez comment le ministère de l'Agriculture, l'argent qu'on investit, je pense sur le budget de l'agriculture. Si on supprime le ministère de l'Agriculture, on triple la production du Cameroun sur tout. C'est-à-dire qu'en riz, en banane, en plante, en tout. Si on supprime le ministère de l'Agriculture, vous avez des centaines d'ingénieurs agronomes qui sont dans la structure du ministère de l'Agriculture. Oui, à Bonanjo, il y a des délégations d'agriculture, des délégations départementales. Ils ont le champ où? Nulle part. Ministère de l'élevage, ils n'ont ni vaches, ni porcs, ni souris, ils n'élèvent rien, mais c'est des gros budgets. Donc l'État du Cameroun a en réalité les mêmes problèmes que... tout récemment, j'étais pour travailler sur le dividende démographique. L'État du Cameroun a les mêmes problèmes qu'un couple installé à Loum ou à EDA avec 40 enfants et 100 000 francs de salaire. Donc nous consacrons beaucoup de ressources à des gens qui ne savent pas. Quand vous faites la comparaison entre les services publics, l'emploi public et l'emploi privé. C'est deux mondes différents. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Quand M. Tegum arrive à son cabinet, il a des dossiers, ses honoraires sont payés sur les dossiers qu'il traite. Mais si M. Tegum ne va pas au tribunal, il n'a pas d'honoraires. Bon, quand vous arrivez au ministère de l'Agriculture le matin, votre travail c'est quoi? C'est de vous asseoir et de rentrer le soir. Vous produisez quoi? Rien. L'État vous paye un salaire. On vous dit qu'il y a 8000 personnes qui ont un salaire, on ne sait même pas où ils se trouvent. Mais ces personnes-là, si l'État du Cameroun peut se taper le luxe de payer près de 2 milliards par mois à des morts ou à des fantômes, c'est qu'on serait un État plus riche que les États-Unis d'Amérique. Le problème est là, ce n'est pas... Alors, parce qu'en même temps, nous parlons des fictifs, des fraudeurs, mais il y a des Camerounais qui se tuent au travail à la fonction publique. Parce que nous pouvons frustrer ceux qui font correctement leur travail. Ils sont plombés. Ils sont plombés par des clandestins. Ils n'existent pas, M. Tapi. Donc les gens dont on parle, le conseil de discipline, c'est même pour les gens qui n'existent pas. Parce qu'en même temps, vous parlez de ceux qui touchent des salaires sans travailler. Il y a une surcharge de travail pour ceux qui sont installés dans le bureau de... Vous savez, moi je vais souvent, on dit que le service finit à... C'est le service aux usagers qui finit à 15h30. À 19h, 20h, il y a des fonctionnaires qui sont encore dans leur bureau en train de travailler. Il y a des fonctionnaires qui travaillent. À la sous-préfecture, la secrétaire du sous-préfet rentre à quelle heure? Avec quel salaire? Entre-temps, vous avez quelqu'un qui a été recruté comme fleuriste, qui n'existe nulle part, qui vit aux États-Unis, qui est sur Internet pour insulter tout le monde et qui perçoit un salaire à la fin du mois. Le conseil de discipline, même régional, ne concerne pas le monsieur qui est installé à Washington et qui a un salaire dans la fonction publique. Vous allez le voir où? Il n'est plus là.
Il faut donc que la complaisance cesse et que la fonction publique soit utile. Chaque personne, M. Teguera tout à l'heure, et vous tous le dites, un travailleur produit, n'est-ce pas? Il a une force de travail, il produit quelque chose. En retour, il a une rémunération. Mais nous parlons là des gens qui ne sont à la rien faire. Le ministère de la Communication, c'est à quoi? Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez une télévision comme celle-ci qui peut émettre avec 40 personnes. À côté, vous avez une autre télévision qui a au moins 3000 personnes et qui ne peut même pas produire la moitié de ce qui se fait ici. Pourquoi? Parce que c'est la complaisance. On recrute des gens et c'est vous-même, nous-mêmes là. Nous passons tout le temps à aller négocier ici là pour qu'on nous recrute quelqu'un à la fonction, pour qu'on nous donne le matricule. À quoi sert le matricule quand vous avez besoin, au ministère de l'Agriculture, quand vous pouvez vous mettre ici à la Dibamba, créer une ferme agricole, produire et gagner beaucoup d'argent. Donc on a même colonisé le citoyen qui va s'asseoir dans un bureau à Yaoundé et gagne 110 000 francs ou 120 000 francs tous les mois, alors qu'avec son expertise, il aurait pu gagner 1 million de francs CFA en travaillant à son propre compte ou au privé. Il faut décomplexer les citoyens et leur dire que donc la fonction publique ne doit plus être l'exutoire de ceux qui n'ont rien à faire. Mon père disait dans mon village, quand on voulait le spolier, que lui, il n'est pas l'État. Parce que ça, c'était à l'époque. Ça fait plus de 40 ans que mon père le disait. C'était déjà à l'époque. Il disait que je ne suis pas l'État. Donc, ne me faites pas ce qu'on fait à l'État. Donc, déjà, depuis les indépendances, on a toujours spolié l'État. Les gens qui ne font rien et qui vous se pavanent en veste et vous disent qu'ils sont des fonctionnaires. Vous êtes des fonctionnaires à travers quoi? Merci Denis Alors qu'il y a des gens qui ont du travail à faire et qui ne gagnent rien du tout. 147 voix sur 162 votants avec 15 bulletins nuls. Cavaillé Guédibri reste à la présidence de l'Assemblée nationale au Sénat. Marcel Niadifendi, qu'on a récemment dit très malade, remplit lui aussi. Conviction, maître Georges Teghem, conviction ou discipline du parti, comment faut-il lire la réélection de ces deux hommes, 81 ans pour Cavaillé Guédibri et 86 ans pour Marcel Niadifendi? Moi, je suis né sénateur et député. Vous me demandez que je vous dise, je ne serai pas en capacité de vous répondre. Vous êtes un analyste politique. Quelle est la lecture que vous faites de la réélection de ces deux messieurs? Très bien. Moi, je pense que là, la question, oui, elle est mieux adressée. Monsieur me demandez pourquoi ils ont été élus. Non, pas pourquoi. J'ai dit comment faut-il lire la réélection. Donc, c'est la même question que j'ai posée de façon différente. Écoutez, c'est la discipline du parti. Ce sont les militants du RDPC. Nous, RDPC. D'accord, rien à voir avec la conviction. C'est la discipline du parti. C'est-à-dire qu'au RDPC, on est un parti organisé. Et on a un président national, on a le secrétaire général, on a les présidents de groupes parlementaires, on a des parlementaires, on a des sénateurs. Et on s'organise, on dit, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On constate que c'est peut-être celui-ci qui remplit mieux les conditions. Il est proposé par le président national et on adopte. C'est aussi simple que cela. Pour le reste, ce sont des commentaires qui ne feront pas bouger la structure du Sénat, de l'Assemblée nationale, parce que la réalité, c'est que le Cameroun traverse en ce moment une crise sanitaire. S'il faut en rajouter à la crise sécuritaire, je ne pense pas que ce soit le moment indiqué pour bouger l'architecture des institutions. Moi, je pense qu'il est bien juste pour M. le Président de la République, ou alors pas pour le sénateur ou les sénateurs, de reconduire M. Niadifendi, en tout cas pour le moment, pendant qu'on traverse cette crise sanitaire, parce qu'il y a des sujets qui sont plus préoccupants que les élections à des postes institutionnels. Écoutez, quand on reconduit Ignatou, que l'on met n'importe qui, dites-moi un peu, le problème du coronavirus, là, ça change quoi? Moi, je pense qu'il vaut mieux discuter sur des sujets qui sont plus importants. Nous ne pourrons pas changer cela. C'est une vérité. C'est bien le chef de l'État qui a parlé de transition générationnelle. Oui. Vous pensez que ce n'était pas un sujet important lorsque... Non. C'est bien lui qui a mentionné ce terme. Je veux dire que... Je suis très content que vous évoquiez ça. Lorsque vous parlez de la transition générationnelle, c'est au niveau du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Le président de la République a dit qu'il faudrait commencer au niveau des conseillers municipaux, à voir les jeunes arriver. Que l'on commence à voir des jeunes députés, qu'on commence à voir des jeunes sénateurs, ça commence par là. On ne va pas seulement aller directement au sommet. C'est le problème qu'on posait même tout à l'heure avec la fonction publique. C'est que quelqu'un, à peine il est recruté, il va être directeur d'administration centrale. Monsieur Kwebo disait, ou c'est monsieur Nanina, qu'il y a des gens qui ne veulent pas servir dans certains coins. Lorsqu'on est fonctionnaire, on est au service de l'État. Si l'État vous appelle à Tcham, vous partez à Tcham. L'État vous appelle à Koussiri, vous allez à Koussiri. L'État vous appelle à Lara, je ne sais pas où, vous devez aller servir l'État. Donc, lorsque l'on veut parler de transition générationnelle, nous le voulons très bien, nous le souhaitons tous. Moi le premier, mais je pense que pour le faire, il faut déjà laisser que les anciens forment les jeunes, parce que c'est tout un travail pour aboutir à un résultat. Mais Madame Léla, vous avez commencé cette émission aujourd'hui, vous croyez que votre rendement est le même? Vous-même, quand vous vous appréciez aujourd'hui, vous constatez que vous êtes beaucoup plus solide pour occuper un certain rang. Donc moi, je pense que
pour la transition générationnelle, il faut déjà que les générations nouvelles travaillent, qu'elles apprennent, qu'elles se forment pour pouvoir accéder à des fonctions plus importantes. Roland Tsapi, il faut dire que ces réélections font grand bruit dans l'opinion publique. À votre avis, qu'est-ce qui dérange? Est-ce l'âge, l'état de santé qu'on dit précaire, ou alors le temps mis aux affaires? Je rappelle que Kavaye Djibril est député depuis 48 ans, président de l'Assemblée nationale depuis 29 ans, je crois, et Marcel Niadifendi, il est à la tête du Sénat depuis 2013. Qu'est-ce qui dérange? Ce qui dérange, en réalité, c'est que le Cameroun soit pris en otage par, je dirais, les gens du 5e âge, en réalité. Parce que quand on parle du 3e âge, c'est encore très gentil pour ces personnes qui ne peuvent plus se prendre en charge pour eux-mêmes. Il faut qu'on se dise les vérités à un moment donné et qu'on cesse, je dirais, d'être conditionné par la mentalité coloniale. Ça me gêne quand j'entends mettre un avocat parler du temps qu'on devrait mettre pour former X ou Y. Je peux rappeler, dans l'histoire, le Sénat n'existait pas, mais l'Assemblée nationale existait. On n'avait pas besoin d'être à 50 ans pour être président de l'Assemblée nationale. On n'avait pas besoin d'être président de l'Assemblée nationale pendant 29 ans aujourd'hui. Et pour faire quoi d'ailleurs? De toute façon, c'est pour rien faire. Ce qui se passe, et ce qui choque les Camerounais, c'est qu'en même temps, quand on dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation et qu'on voudrait s'appuyer sur elle pour construire le pays, avoir suffisamment d'énergie, qu'on fasse tout pour cimenter le sommet, réservé tout simplement à des personnes qui n'ont plus rien à donner. Je dirais qui ont déjà tout donné à ce pays. Monsieur Nyarki, aujourd'hui, on est obligé de le soutenir pour qu'il entre dans l'hémicycle pour s'asseoir à la place du président du Sénat. Je ne sais pas quelle image est-ce que nous-mêmes nous projetons quand on regarde ça. Je ne sais pas comment est-ce que nous pensons que on nous regarde à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est avec ça qu'on va effectivement faire face aux défis que soulève le maître, le défi sécuritaire, le défi sanitaire et tout. C'est avec ces personnes qui sont plus en mesure de se prendre en charge eux-mêmes. C'est pas sur eux qu'on doit compter pour prendre en charge l'État. Il ne faut pas oublier que le Sénat comme l'Assemblée nationale, ce sont les deux principales institutions de ce pays étatique après l'exécutif. Le Sénat et l'Assemblée nationale. Ça suppose que c'est des institutions auxquelles les populations, les peuples ont confié leur sort, leur destin, leur développement. C'est eux qui sont chargés de conduire le Cameroun vers de bons ports. C'est eux. Maintenant, quand arrivé à l'Assemblée nationale, tout est sclérosé. Déjà, on a un parti obèse qui ne veut pas laisser d'espace. Le peu de partis qui arrivent, on fait tout pour les phagocyter et faire en sorte qu'ils fassent seulement ce que le parti veut. Et ensuite, on maintient à la tête de ces structures les mêmes personnes d'année en année. C'est pas faux. Il y a quelques téméraires parfois qui ont essayé de challenger, notamment à l'Assemblée nationale, de challenger Kavaye Djibril. Je me rappelle Adama Moudi à l'époque et qui d'autres. Et on a tout fait pour les extraire, comme si c'était des mauvais grains qu'on enlevait d'un panier de maïs pour que tout le panier ne soit pas pourri. Non, à un moment donné, soyons sérieux avec nous-mêmes un peu. Si on veut rattraper, si on veut avoir une place de choix dans cette plateforme mondiale du donner et du recevoir, il faut que nous soyons préparés pour cela. Il faut qu'il y ait une transition générationnelle, pas dans les discours, mais dans les faits. Il faut qu'on puisse céder la place à des jeunes qui peuvent, mais vraiment qui peuvent être en mesure de s'élever à 3 heures quand il y a urgence pour se rendre à Kumba, je sais pas, dans le Bialin pour régler un problème et revenir. Il faut qu'on soit en mesure, qu'on soit capable de répondre physiquement et sur le plan de la santé, de répondre à une invitation à New York où on dit il y a un forum qui doit se tenir pour prendre les grandes décisions sur le pays. Mais ceux-là qu'on nomme assez peu, ou bien qu'on nomme, je dis bien nommé parce que en fait, effectivement, c'est ça. L'histoire de discipline de parti fait en sorte que même les principes démocratiques qui devraient guider ces mêmes
Constitution ne fonctionne plus. La loi dit par exemple que tout député, une fois qu'il est à l'Assemblée nationale, ou tout sénateur, ou tout conseiller municipal, est libre de se porter candidat au poste de président à n'importe quel poste là-bas. Maintenant, dans les bureaux privés, on concorde des statuts des partis qui empiètent sur la loi générale. Et on laisse passer. Le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé là-dessus. On ne peut pas. On dit que quand vous êtes en train de créer une association ou autre chose, on dit très bien que mettez tout ce que vous voulez dans vos statuts, mais rien, aucune disposition ne doit être contraire à la loi, à la Constitution et autres. Mais la loi ne veut pas dire que je suis libre de me porter candidat ici sur la table où nous sommes tous assis à Saint pour telle ou telle chose. Vous venez me dire que bon, le président du parti a dit plutôt ceci. C'est contraire à la logique démocratique. Donc c'est tous ces petits éléments-là mis ensemble qui font en sorte qu'on soit choqué. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont reconduits d'année en année, ce n'est pas parce qu'ils sont les plus compétents. Ce n'est pas non plus parce qu'ils sont les plus expérimentés. Parce que l'âge ne confère pas forcément l'expérience, a fortiori à un certain nombre de postes. On peut supposer par exemple que Nia Tifendi a de l'expérience dans le domaine de l'électricité, mais il n'a pas d'expérience plus que d'autres dans le domaine de la gestion d'un Sénat. Serge Gauthier-Onanina, l'état de santé de ces deux présidents, désormais présidents Assemblée nationale et Sénat, a longuement été relayé par la presse ces dernières semaines. Partant de là, est-ce que vous avez été surpris par ces réélections? Non, pas du tout, parce qu'on est dans la continuité générationnelle. On n'est pas dans la transition, mais la continuité générationnelle. Avec une précision dans la dynamique de cette continuité générationnelle, c'est que le président de la République vous parle de transition générationnelle, mais eux, ils s'excluent. Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire qu'il y aura une transition générationnelle dans laquelle les jeunes doivent se préparer, on vous préparera à... Mais nous quand même, on va enlever d'autres personnes, mais nous-mêmes, nous nous excluons. C'est le message qui nous a été renvoyé, clairement, et il est simple à comprendre. Maître Tegem posait une question. À un moment où nous avons un problème de la Covid et de la question sécuritaire, en quoi est-ce que la présidence de M. Niat nous dérangerait? Je lui renvoie la question en lui demandant en quoi est-ce que le fait que M. Niat soit remplacé par une autre personne dérangerait? Pourquoi ce doit seulement être lui? C'est une question très importante. La deuxième chose que je voudrais me permettre de relever, c'est, vous parliez d'expérience. Vous pensez vraiment que Cabral Libye a besoin d'expérience sans lui faire de la publicité pour interpréter une loi? Il faut 90 ans, 85 ans, 70 ans pour interpréter la loi? Ou je ne sais pas moi qui d'autre. Moi je vous dis, à travers cette réélection de ces deux présidents, pour lesquels j'ai du respect parce qu'ils sont des aînés, mais maintenant, puisqu'on est en politique, et je le leur rappelle, la première chose qui est menacée en procès, c'est la séparation des pouvoirs. Je vous démontre en quoi elle est menacée. M. Nian Fendi, président du Sénat, prend la parole et dit « Je remercie son Excellence Paul Biya, président national du RDPC et président de la République. Un président du Sénat qui est on est dans la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire qui renvoie un pouvoir, qui remercie un autre président d'un autre pouvoir qu'il est censé contrôler, de l'avoir fait nommer. Il n'y a donc pas de séparation de pouvoir. Nous sommes en train d'aller progressivement vers ce qu'on appelle le parti unique. Ce sont des petites erreurs que l'on fait, mais qui sont là. Je suis au regret, ça va peut-être gêner M. Maître Tegem, mais ben oui, parce qu'un président de Sénat et de l'Assemblée nationale ne peut pas remercier le président de la République dans une élection. Il remercie le président national du RDPC. Parce qu'au nom de la discipline du parti, il a instruit à ses camarades de le voter. Mais le président du Sénat n'est pas nommé par le président de la République, il ne peut pas le remercier. S'il remercie dans le cadre de cette fonction, il a tué la séparation de pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas d'espèce. Je vais encore aller plus loin dans l'analyse. Quand vous voyez ce qui s'est passé ces derniers temps concernant... Vous savez, quand vous avez 49 ans au Parlement, et que vous voyez ce que les Blancs, les Occidentaux,
parce que c'est la démocratie dont on parle, c'est une transposition d'une culture que nous essayons d'implémenter chez nous. Chez eux, ils ont la loi Macron, ils ont la loi Dreyfus, ils ont la loi Juppé, ils ont les lois au nom parce que quelqu'un s'est battu au Parlement. Lorsque vous entendez quelqu'un qui a 49 ans, citez-moi la loi d'un parlementaire camerounais qui a 10, 20, 30, 40 ans, qu'on peut dire il s'est battu, même dans notre position. Et moi, je peux même encore aller plus loin. Ça pose le problème réel de qui est député et qui doit être député, que font les députés. Vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que dans le RDPC, qui est le parti de Maître Tegem, pendant les élections, aucun élu du peuple n'a battu campagne sur la base de son projet de société. Si vous voulez, vous pouvez reprendre toutes les bandes que vous aviez. Tout le monde vous disait, nous devions avoir un Sénat obèse et une Assemblée nationale obèse pour prolonger, pour mettre en avant le projet de société, de permettre au président Biya de réaliser. Donc, il ne tient même pas compte des préoccupations spécifiques, parce qu'il y a des préoccupations qui sont communes à tout l'État, mais il y a des préoccupations qui sont spécifiques à sa circonscription. Donc, du coup, qu'est-ce que vous voulez? Il ne peut qu'être une caisse de résonance qui subit des instructions de son parti. Combien de députés ont des cabinets parlementaires? Vous en connaissez une dizaine. Sur 180, il est là. Un autre exemple simple. Citez-moi, nous avons 180 députés, 100 sénateurs. Vous connaissez 50 qui ont une page Facebook. Nous sommes sur le digital. C'est-à-dire que si moi, dans mon village, maintenant j'ai mes frères qui sont à l'étranger, qui veulent savoir ce que le député de ma circonscription, je suis du MBAM, Natal et je suis d'Union Ekele adoptif. Ils veulent savoir ce que mes députés là-bas font. Tous ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ne peuvent jamais savoir. Quelle est la loi sur laquelle il est en train de se battre? Quel est le lobbying qu'il est en train de faire pour suivre tel projet? Voilà où nous en sommes. Il y a une éducation sérieuse à faire sur nos parlementaires. Je ne dis pas, et je termine par là, que j'ai du mépris pour ce qu'ils font. Parce que pour être élu, il faut s'être battu, il faut avoir convaincu des gens. Mais il faut aussi savoir lire le français et l'anglais. Et je vous rappelle pourquoi j'évoque cela. Je vous évoque cela parce qu'il y a une parlementaire dans ce pays, qui est à l'Assemblée nationale, qui appartient au parti de Maître Tegem, qui est incapable de parler en français et en anglais. Comment elle va comprendre une loi? Est-ce que je peux dire 2 mots? Rapidement. Il est allé très fort là. Moi, je ne sais pas s'il s'entend parler. Il a dit que l'Union Ekele d'adoption. Vous parlez des députés d'Union Ekele? Vous avez parlé d'eux là? Oui. Ils sont de quel parti? Vous parlez de Maître Tegem. Il faut me laisser un peu. Cherchez les députés d'Union Ekele. Vous parlez de Maître Tegem. Je parlais des réseaux sociaux. Je parlais des réseaux sociaux. Vous avez dit qu'ils ne sont pas dans les réseaux sociaux. Vous parlez des députés d'Union Ekele. Oui. Bon, laissez donc Tegem lorsque vous parlez des députés d'Union Ekele. C'est ce que je voulais faire. Bon, laissons donc les députés d'Union Ekele. À travers cette réélection, on voit bien que le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est fidèle à ses amis. Mais est-ce que l'intérêt général a primé avec ces réélections? Je veux dire, jouer la carte de la continuité dans le contexte actuel. Est-ce que ça peut s'avérer efficace? Bon, j'ai envie de m'installer dans l'analyse politique pure. Et dire d'abord que je ne suis jamais d'avis avec ceux qui disent au peuple ce qu'il veut entendre. J'ai été fidèle au docteur Namdi Azikiwe, qui avait pour son journal le leitmotiv Show the light and the people will follow. Donc moi, journaliste, j'ai envie de dire que mon travail, c'est de montrer la lumière pour que le peuple suive, qu'il le veuille ou pas. Et je pense j'ai une anecdote avec mon ami Roland. À la veille de l'élection française, à quelques jours, on était au bar, et Roland m'a mis au défi des résultats qui devaient sortir de 2018. Il est là, il est témoin. Ce que j'avais dit à Roland pour partir, il dit Roland, restez prendre une autre bière. Je suis parti. Il dit, bon, avec ce que tu as, la conclusion, il prend une bière. Parce que ce ne sera pas ça. Il m'a dit, tu verras. Donc, il ne s'agit pas, quand on va à une élection, et moi, quand j'ai dit tout à l'heure que je ne veux pas dire ce que j'ai envie d'entendre, c'est que moi, je fais de l'analyse sur comme ça doit être fait. Je ne veux pas dire ce qui plaît à quelqu'un
Moi non plus. Hein. Ok. Non, mais parce que bon, je sais pourquoi je le dis. Comment vous analysez dans ces élections? Est-ce que l'intérêt général a primé? Je vais après vous expliquer que l'intérêt général là, je ne sais pas ce que vous entendez. Ça, c'est pour les journalistes. Mais en politique, ce n'est pas comme ça que ça fait. L'intérêt général de qui? Vous dites l'intérêt général de qui? Ils sont députés de la nation. De quel parti? Non, ils sont députés de la nation. Non, il ne faut pas comme ça. Quand vous allez à une élection, vous allez sur un programme. Donc, que le programme du RDPC soit bon ou qu'il soit mauvais, ce que nous savons, c'est qu'au Sénat, ils ont une majorité, on a dit, obèse. Puisque c'est sur ce programme qu'ils sont élus, ils sont élus pour 5 ans. Sauf que la loi dit qu'à chaque session de mars, il y a une nouvelle élection. La nouvelle élection, là, c'est pour, naturellement, pour une formation qui a une... parce que c'était dans le cadre de la démocratie. On se dit... des majorités peuvent basculer. Vous avez vu au Congo, démocratie, il y a une majorité qui a basculé le temps d'un mois. Donc si ça bascule, le président qui est élu, le président du Sénat qui est élu, ne sera pas réélu en mars parce qu'il y a un changement. Donc pour un analyste politique, un observateur politique, qui sait qu'un parti est élu, a gagné les élections au Sénat pour 5 ans, pour un mandat de 5 ans, à chaque renouvellement, il faut être quelqu'un de Facebook, ou quelqu'un qui pense qui fait du populisme pour se dire qu'il y aura un changement. Il peut arriver que le responsable, le président de la Chambre, ait des problèmes de santé. Je vais aller très rapidement. Très rapidement. Je dis qu'on est dans la République politique. Je vais prendre tout ce qui est matériel. Oui. Entre l'élection de M. Niad, ce renouvellement du mandat, et aujourd'hui, il y a des sénateurs qui sont morts, vous le savez. Oui. Il y a des députés qui sont morts, n'est-ce pas? Ils ne sont pas les plus vieux, ils sont les moins vieux, c'est eux qui sont morts. Donc si on était parti sur la logique de la rue, qui voudrait que vraiment celui qui est moins fatigué que Niad prenne la présidence du Sénat, peut-être que celui qui est mort là aurait été fait président seulement. C'est la question que j'ai posée à Roland Sepi. Sur la présomption de jeunesse. Non, je vous arrête pour vous relancer. C'est la question que j'ai posée à Roland Sepi. Qu'est-ce qui dérange? Est-ce que c'est l'âge ou c'est le temps mis aux affaires? Rien ne dérange personne parce que ces gens sont allés en campagne, ils ont été élus. Vous ne pouvez pas venir et faire une débat sur l'élection qui s'est passée depuis. Et je ne suis pas en train de dire que c'est moi qui... Je n'ai pas voté pour eux. Mais il y a des gens qui ont voté pour eux. Ils se sont... Non, j'ai dit que non, il faut bien qu'on... Comme si tu aurais voté pour eux. Non, je dis que moi, je n'ai pas voté pour eux. Mais je dis que nous tous, nous savons que c'est eux qui ont été déclarés élus. C'est le RDPC. À ce moment-là, quand on a parlé de la séparation de pouvoir, il ne s'agit pas de ça. La séparation de pouvoir ne veut pas dire que le président du Sénat élu ou choisi ou nommé ne doit pas féliciter et remercier le chef de l'État. Il doit le remercier pour la simple raison qu'il n'y a aucune différence entre M. Paul Biya et M. Niad Marcel. Ils sont du même parti, ils sont de la même majorité, et donc la séparation de pouvoir porte sur les actes posés par tel dans le cadre ex-qualité et l'autre ex-qualité. Donc pour le moment, il n'y a aucun acte posé par M. Niad qui soit contraire au mandat qui est le sien. Et dans le fonctionnement du Parlement. Deuxième chose, je vais aller. Est-ce que la séparation du pouvoir est observée? Séparation de pouvoir entre qui? Vous dites que vous avez une personne qui est chef d'un parti. Que vous avez une personne qui est chef d'un parti. Regardez tous les pays où il y a la démocratie. Ça se confond. Ça se confond parce que c'est les mêmes intérêts qui sont en jeu. Les intérêts que défend Paul Biya sont les mêmes intérêts que défend M. Niad, c'est les mêmes intérêts que défend M. Kabaye parce qu'ils sont la même majorité politique. Si par hasard l'Assemblée nationale était MRC ou SDF et le PUS au Sénat, on ne verrait pas la même chose parce qu'ils ne défendent pas la même politique. Donc vous ne pouvez pas demander la séparation du pouvoir. C'est sur les attributions. La séparation de pouvoir n'a rien à voir avec l'entente parfaite entre ces gens qui sont du même parti. Non, mais attendez, M. Kwebo, oui. L'entente n'empêche pas, quand vous êtes sur l'espace public et vous êtes là dans l'analyse, oui. Dans l'espace public, vous pouvez être l'ami ou vous entendre avec d'autres personnes, des personnes. Oui. Dans le privé, ça ne dérange pas. À partir du moment où vous êtes dans l'espace public, il y a des codes. Des frontières que vous ne pouvez pas traverser. Ça doit être écrit quelque part, mais il ne serait pas écrit quelque part. Lorsque, dans l'espace public, un président du Sénat remercie le président de la République de l'avoir fait élire. Ce n'est pas fondamental, c'est périphérique. Et ça, c'est pour ça que je voulais qu'on aille au fond. Je viens, je dis que ce n'est pas sur Roland. Sur ce plateau, pendant longtemps, on a discuté avec ceux qui étaient les défenseurs du Sénat.
qu'il fallait absolument mettre sur pied le Sénat parce qu'en cas de vacances, la loi de 96 avait prévu que, en l'absence du Sénat, le président de l'Assemblée nationale jouait ce rôle. C'est vous, parce que vous voulez des postes de prébande pour vos amis, c'est vous qui avez insisté qu'il faut à tout prix mettre sur pied le Sénat. Le Sénat sert à quoi? Une seule chose aujourd'hui au Cameroun. Le Sénat sert, en cas de vacances à présence, c'est que son président supplée. Le Sénat siège combien de fois par an? Le Sénat siège 3 fois. L'Assemblée nationale, combien de fois? 3 fois. 3. Monsieur Niat ne dirige pas le Sénat. Il est le président du Sénat. Celui qui administre le Sénat, c'est le secrétaire général du Sénat. Donc il n'a aucun rôle entre ces 3 sessions. En dehors du rôle de représentation, il doit venir s'asseoir ou bien se faire aider pour s'asseoir. Non, Denis, tu ne peux pas. J'ai dit tu ne peux pas vouloir nous embarquer. Ce n'est pas moi qui vous embarque. Ce n'est pas moi qui vous embarque. J'ai dit que le Sénat, c'est moi qui vous dis que ça siège 3 fois. Ça siège 4 fois. Ça, c'est connu. Mais maintenant... Est-ce qu'au quotidien, quand le président du Sénat se lève un matin, dans ses attributions, il y a un travail que M. Nia doit faire avant 18h? Si oui, dis oui. Allez-y, Roland Tchapi. Bien entendu, il y a un travail. Parce que sinon... Quel travail? Il ne faut pas qu'on vienne ici faire... Mais quel travail est-ce qu'il doit faire? Le travail est défini effectivement par... ce que je veux dire quoi, le règlement intérieur du Sénat et de l'Assemblée. Je ne vais pas le réciter ici. Toujours est-il qu'il ne faut pas commencer à laisser croire que ce poste est inutile. S'il était inutile, ce n'est pas notre débat. On n'a pas continué à vouloir nous faire croire que... Roland, tu as recommencé Roland du quartier. C'est comme ça que vous parlez de l'échappée. Permettez qu'on doit relativiser tout ce qui est en train de se passer. Non, il y a des faits qui sautent à l'œil de tout le monde. Depuis que tu as pris la parole, tu es en train de louvoyer autour de quelque chose. C'est qu'il en est. Le fonctionnement, est-ce qu'il est imparti? Le fonctionnement du Sénat et de l'Assemblée, est-ce que c'est imparti par la présence de ces personnes qui sont au 5e âge, comme je l'ai dit? Oui ou non? Moi, j'ai dit oui, parce que ces personnes ne sont plus en mesure de répondre de manière efficace, en temps réel, à leur rôle. Quel est leur rôle? Quel est leur rôle? J'ai dit que le rôle du président du Sénat, monsieur Tchapi, j'ai dit que la session du Sénat, c'est 3 fois. Vous avez dit non. Est-ce qu'en dehors, je viens, je dis que je ne veux pas le quartier ici. Est-ce qu'en dehors des sessions, le président du Sénat a une fonction entre 8h et 15h? Tu as dit oui. Lesquelles? Tu n'as pas dit. Pourquoi est-ce que tu vas venir ici? Lesquelles? Lesquelles? Je vous prends un cas simple. Oui. S'il y a une activité, une manifestation, une cérémonie simplement publique, le président du Sénat y est. Ça n'a rien à voir avec ça. Il a manqué combien? Non, attendez, vous avez posé la question. Gentiment. Il a manqué à combien de... Si vous m'interrompez, je ne vais pas développer. Permettez qu'il y aille. Alors, s'il y assiste, parce que sur le plan protocolaire, il doit y être, il n'est plus dans le cas des 3 sessions. Je vous ai seulement pris ce cas. Je peux vous en citer 10. J'ai pris celui que tout le monde peut comprendre. On ne conçut pas l'analyse politique sur du conditionnel. Maître Georges Tegen. Merci Denis Kobo. Ce n'est pas le conditionnel. Je suis dans les faits. C'est du vécu. Merci Denis Kobo. Maître Georges Tegen, est-ce que cette longévité, je veux dire, Kavaye Guédibré à l'Assemblée nationale, Marcel Ndiaye au Sénat, est-ce qu'elle a fait ses preuves en termes d'efficacité? Je parle des propositions de loi, je parle par exemple des commissions d'enquête au Parlement. Elle a fait ses preuves, cette longévité? Elle est demandée s'il y avait un représentant du SDF, je vous l'avais dit, ce que ça a fait en 1997, ce qui a abouti à la condamnation de l'ancien ministre de la République. Non, moi je pense que, effectivement, M. Denis Kobo, il domine pratiquement le plateau. Parce que, excusez-moi, je dis parce qu'il est très pragmatique et il sait de quoi il est question. Et il, malheureusement, M. Tchapi, je ne suis pas là pour donner, le laurier. Non, excusez-moi. Non, excusez-moi. On ne donnait pas les bords. Ils sont dans la connivence complice. Non, vous avez... J'ai retiré, parce que c'est vous qui dirigez le plateau. J'ai retiré parce que c'est vous qui dirigez le plateau. C'est votre plateau, je ne vais pas le dire. Je parle de l'efficacité de cette longévité de Marcel Ndiaye et Kavaye Guédibré. Regardez le nombre de lois qu'on a eues. Je parle de proposition de loi. Pas de projet de loi. Excusez-moi, je vais vous dire une chose. Une assemblée n'est pas jugée sur sa capacité à faire des propositions, mais sur ses capacités à voter des bonnes lois qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. C'est ce que nous voulons. Vous êtes dans des débats qui, à mon avis, sont périphériques. Ce n'est que mon avis sur le sujet. Et puis,
Madame Léla, excusez-moi, Léla. Moi, je suis, excusez-moi. Je suis un peu désolé. Est-ce qu'une assemblée a également pour mission de proposer? Est-ce qu'elle doit également proposer des lois? C'est prévu par la Constitution. Très bien. Elle peut le faire. Donc, mais si elle estime qu'elle ne doit pas le faire. J'interroge dans l'efficacité du Parlement camerounais. J'interroge dans l'efficacité, Léla. Du Parlement camerounais sur Marcel Niat Difendi et Kaba Yege Djibril en termes de proposition de loi. Excusez-moi. En termes de proposition de loi, commission d'enquête. Jusqu'à présent, le Sénat n'a pas qualité pour faire quoi que ce soit, c'est l'Assemblée qui vote la loi. Et jusqu'à présent, en termes de commission d'enquête, je vous ai dit, faites venir un représentant du SDF, il va vous dire ce qu'ils ont eu en termes de commission d'enquête. Moi, je prends le SDF pour vous dire qu'il y a eu des commissions d'enquête. Et le président de l'Assemblée s'appelait bien M. Kaba Yege Djibril. Donc moi, je ne sais pas pourquoi il y a des débats. Et puis M. Tchapi... À peu près combien? Vous ne vous en souvenez pas? Non, vous êtes journaliste. Moi, je crois que vous la connaissez mieux que moi, la commission d'enquête qui a abouti à l'arrestation de l'ancien ministre des Postes et Télécommunications. Bon, j'ai pris donc un exemple. Je veux continuer. Vous n'allez pas diriger ma parole. Quand vous avez la vôtre, je ne vous interromps pas. Ce que je veux dire, M. Tchapi, et là-dessus, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que on ne dit pas dans un pays comme le nôtre que des gens sont pris en otage. Le Cameroun est pris en otage par quelques personnes. Ce sont des Camerounais. Et je le dis parce que je l'entends souvent même sur les antennes de radio. Vous ne pouvez pas dire qu'un Camerounais prend en otage le Cameroun. Le Cameroun a le droit d'être là. Parce que sa seule qualité du Camerounais lui donne la qualité pour être président du Sénat. Parce que ce sont des postes réservés à des Camerounais et à ce titre, il a le droit d'exercer cette fonction. On peut le changer lors d'une élection. Et retenez ceci, vous ne pouvez pas, M. Tchapi, peut-être que vous le dites, et c'est votre droit de le dire en tant que journaliste. Mais excusez-moi, dire qu'un homme comme Yadi Fendi, et je pense que, parlant de la transition générationnelle, c'est que vous, les journalistes, vous devez faire. Je n'ai pas de leçon à vous faire, mais je suis dans un débat public. C'est ce que vous êtes en train de faire. Non, j'ai dit bien, je n'ai pas de leçon à vous faire. Pas ce qu'on doit faire. Non, je ne suis pas, j'ai pas de leçon à vous faire. Mais je dis ce que je pense. Vous pouvez aussi m'interdire de dire ce que je pense. Moi, je pense que vous, les journalistes, vous devez former la jeunesse en leur disant ce que Niat a fait. En vous rapprochant d'un monsieur comme Gargaraman, il va vous dire qu'ils étaient partis à son loulou. Ils sont arrivés là-bas, on avait dit que le barrage devait la moitié de la mer ou de l'eau. Et Niat a dit non, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut pour que soit tout, pour qu'on ait un barrage sans loulou? Ce sont des états de service, puisque son loi a donné l'électricité aux Camerounais. C'est un serviteur. Si vous me laissez aller jusqu'au bout. Il est au Sénat sur la base de son passage à national ou bien sur la base de ce mandat. Il est au Sénat sur la base du service de l'État, le service du Cameroun. On dit quels sont ces états de service. On dit c'est un monsieur qui a permis au Cameroun d'avoir l'électricité. Et lorsque vous parlez de la jeunesse, justement, à l'âge qu'il avait à cette époque, il avait les arguments pour aller à son loulou. Il y est allé. Dites aux jeunes, vous les journalistes, je ne vous dis pas ce que je fais, mais ce que je pense. Vous devez dire aux jeunes qu'à votre âge, vous devez cultiver la terre. Est-ce qu'il y a des renforcer notre productivité pour que le Cameroun soit suffisamment compétitif. Par exemple, pour les métiers du physique. Par exemple, ils ne sont pas faits pour les métiers de la stratégie. Par exemple, je peux en prendre d'autres. Maître Tegem, est-ce que à l'heure actuelle, est-ce que en 2021, il y a des jeunes qui ont également des arguments pour faire ce que Marcel Niat Difendi a fait à cet âge-là? Mais vous faites comme si vous ignorez qu'on nomme les jeunes partout. Le directeur l'INAM à quel âge? C'est un jeune, il peut travailler. Il a combattu pour son âge. Il y a des jeunes partout. Excusez-moi, madame, il n'a pas eu délégué régional de l'agriculture. Allô, ministère de l'Agriculture, les ingénieurs qui sont là sont des jeunes qui peuvent produire pour leur pays, qui peuvent travailler auprès des agriculteurs. Moi, il le disait pour dire qu'il faut, qu'on les sorte. Si vous êtes toujours en train de me m'interrompre, M. Tchapi, je n'ai pas fini. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez connu M. Alain Poher? Vous savez quel âge il avait? Il a organisé 2 élections en France, M. Alain Poher. Alors qu'il venait pratiquement sur chaise roulante. Après la démission du général de Gaulle, c'est lui qui a organisé les élections, en tant que président du Sénat. M. Alain Poher a organisé les élections après la mort de Georges Pompidou. Alors qu'il marchait. Merci. Ce que je vais insinuer, c'est que l'âge n'empêche pas un travailleur de service en pays. Et lorsque vous avez dit qu'il doit aller au Congrès américain, je ne sais pas où vous avez évoqué un truc. Monsieur, la seule personne qui représente l'État du Cameroun dans tous les actes de la vie publique, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est la Constitution. Il y a bien des commissions parlementaires qui sont appelées à aller siéger dans la Commission africaine, Commission européenne et tout. Ce que vous aviez dit, qui va venir jouer ce rôle à la place du président de l'Assemblée ou bien du président du Sénat. Merci.
Mais je vais vous dire une chose. Je parle de la Constitution de la République. Quand ce que vous aviez dit à l'occasion du pot que vous étiez en train de prendre va se passer, vous allez organiser la nouvelle Constitution et vous allez dire que n'importe qui va représenter. En entendant, c'est lui qui a dit, je n'étais pas là. C'est ce que j'ai dit quand ça va se réaliser, puisqu'il vous a dit qu'il vous a laissé dans le bar. Quand ça va se réaliser, vous allez modifier la Constitution. Mais là où Tegem parle maintenant, la Constitution de la République. Le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Et je vais pour terminer, dire un mot à M. Gauthier Onanina. Excusez-moi, ça c'est important un peu par rapport à ce que je pense. La séparation des pouvoirs, oubliez, il n'y a pas de séparation stricte dans aucun pays du monde. J'ai dit dans aucun pays du monde. C'est un problème, il y a une confusion malheureuse qui s'opère. Et il y a quelques jours, il y a une correspondance du président de la République destinée au garde des Sceaux, lui demandant de prescrire l'arrestation des poursuites. Les gens sont pensés que c'était non. Il ne faut pas vous tromper. L'exécutif est hiérarchisé. Le chef de l'exécutif, ils sont deux. C'est le président de la République, le premier ministre, chef du gouvernement. Quand un ministre a des pouvoirs propres, comme le pouvoir d'interférer dans la justice, que lui donne la loi, c'est-à-dire ses permissions de la loi, il peut dire, moi, je ne peux pas le faire sans consulter ma hiérarchie. Donc, hiérarchie, c'est le premier ministre chef du gouvernement, c'est le président de la République. Il consulte, il lui dit, intervient et demande d'arrêter la poursuite. On appelle ça les interactions entre les pouvoirs, et c'est prévu par la Constitution, c'est prévu par la loi, dont le président du Sénat, M. Onanina, peut tout à fait dit que je remercie Monsieur le Président de la République. Rien ne lui interdit de le faire. Puisque le projet de loi vient du gouvernement et ça va au Parlement. Il n'y a pas de séparation stricte des pouvoirs. En 2 minutes chacun, on va commencer par vous, Denis Kouebo. 4 ans que dure la crise dans le nord et le sud-est. À votre avis, le Parlement, sur Nia Fendi et Kavaye Dibril, a-t-il suffisamment joué sa partition dans la résolution de cette crise? En 2 minutes chacun, et exactement sur les questions. Oui, sur 2 minutes. Là, cette question-là nous renvoie au débat que je voulais faire. C'est-à-dire que chaque fois que nous sommes bloqués au Cameroun, on essaye, surtout sur le fonctionnement du Parlement, on épilogue en omettant d'aller regarder quel est d'abord le fonctionnement de ce Parlement. Chacun de nous, assez objectivement et subjectivement, dit ce qui aurait pu être fait. Sauf que ils ne sont pas obligés de le faire. La preuve, c'est qu'ils l'ont fait et puis rien n'est arrivé. Parce qu'il en est ainsi. Quand vous avez tout à l'heure parlé de proposition de loi, on ne parle pas de proposition de loi dans un pays où il y a une confusion entre les intérêts de l'exécutif et les intérêts du législatif. C'est-à-dire que le président de la République et le Sénat et l'Assemblée sont du même parti. Quand ils sont du même parti, il n'y a aucune contrariété. S'ils n'avaient pas la majorité obèse dont vous parliez, les autres pouvaient, n'est-ce pas, les pousser à le faire. Mais comme ils sont, c'est comme si vous donnez carte blanche à quelqu'un, vous lui avez donné tous les pouvoirs, il le faire comme il veut. Au Cameroun, depuis le début de la crise anglophone, est-ce qu'elle est en train d'être résolue? Est-ce qu'il y a un mécanisme institutionnel ou alors une disposition institutionnelle qui dit que pour qu'une crise soit résolue au Cameroun, il faut que l'Assemblée se prononce. Dans les autres pays, c'est prévu. Le président américain ne peut pas prendre un certain nombre de décisions. Comme ce n'est pas prévu de façon matérielle, est-ce à dire que le silence du Parlement camerounais... Vous voulez que je porte le chapeau de quelque chose comme si je travaillais à l'Assemblée? Je suis en train de dire structurellement que ce qui fait que ça se fasse et ce qui fait que ça ne se fasse pas chez nous. Et ce n'est qu'en disant ça qu'on peut savoir où appuyer pour que demain ça soit fait. Sinon, si on crie, ça ne sera pas fait. Et on aura gagné quoi? On n'aura rien gagné. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait un mécanisme qui soit inscrit quelque part. Que pour des questions aussi importantes, il faut que le Sénat et l'Assemblée nationale se prononcent. Si ce n'est pas fait, ce n'est que des souhaits. Ce sera au conditionnel, ce sera des si. Si au moins on faisait ceci, si l'Assemblée, est-ce que vous pouvez aussi me rassurer que si l'Assemblée nationale était intervenue, on aurait envoyé les députés en brousse pour arrêter les ambazoniens, pour demander de faire la stratégie aux militaires. Notre pays souffre de cela. C'est que les institutions n'ont pas prévu des obligations légales de faire telle ou telle chose. C'est ça qu'il faut rechercher. Ce n'est pas en disant que je ne suis pas content que ce ne soit pas fait. Roland Sapissou, la même question. Comment est-ce qu'il faut lire le silence du Parlement sur ce sujet? Est-ce que le fait que ça ne soit pas formellement écrit, que de telles crises soient débattues au sein du Parlement camerounais, excuse le silence des parlementaires? Pas du tout. C'est tout simplement ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que le pays est pris en otage par, n'en déplaise à mettre, par un parti politique qui, à l'intérieur, place qui il veut, où il veut. Et ils font tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont estimé qu'il faut mettre des barrières pour empêcher
toute force alternative d'accéder à un certain nombre de postes institutionnels qui peut permettre de faire basculer les choses. Et une fois qu'ils se sont assurés cet espace-là, ils disent que vous allez marcher comme nous on veut. Il n'est pas besoin d'être écrit quelque part dans un texte quelconque que des institutions comme le Sénat ou l'Assemblée nationale devraient faire quelque chose pour la résolution d'une crise. C'est le rôle des députés d'interpeller le gouvernement sur la gestion du pays. Et là, il s'agit de la gestion du pays. Cette crise n'a pas toujours été là. Elle est née à un moment donné, quelque part, et évolue devant les yeux de tout le monde. Le rôle de l'Assemblée nationale aurait été, et c'est ce que nous demandons tous les jours, c'est ce que les populations demandent, que ce sujet soit inscrit à l'Assemblée nationale pour être débattu. Et qu'au besoin, qu'une commission d'enquête soit ouverte, une commission d'enquête parlementaire soit créée pour aller enquêter sur les lieux, savoir de quoi il s'agit et interpeller effectivement le gouvernement pour savoir si les mesures prises jusqu'ici ont été efficaces ou bien si elles ont été, éludées quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le fait que l'Assemblée nationale soit silencieuse jusqu'à ce jour pose un problème, veut dire qu'ils sont en quelque sorte en train d'accompagner le gouvernement dans cette gestion, je ne disais pas, une gestion inefficace jusqu'ici. Inefficace parce que jusqu'ici, elle n'a pas produit les résultats. Le problème continue. Les seuls députés qui ont essayé de le faire, mais seulement de manière individuelle, comme le député Wigba, il a été combattu à l'Assemblée nationale, il a été obligé d'être exilé. C'est comme si c'est un problème, un sujet dont il ne faut même pas faire allusion à l'Assemblée nationale. Ça pose un problème. Et pendant qu'on est en train de se taire à l'intérieur du pays, que les députés sont en train, d'autres députés ailleurs, d'autres parlements européens, américains, des sénateurs s'expriment sur le sujet et sont même en plus combattus par les députés au niveau de la nation qui signent des pétitions pour dire que ceux-là n'ont pas le droit de s'ingérer dans leurs propres affaires. Il y a un problème quelque part. Moi, je dis qu'il faudrait, pour finir, que les institutions jouent leur rôle. Barack Obama a dit une fois, c'est passé comme ça continue de passer, l'Afrique, comme le Cameroun, surtout le Cameroun, a besoin des institutions fortes, mais pas des hommes forts forcément. Maître Georges Teghem, en termes d'efficacité, qu'ont apporté Kavaye Guédibril et Marcel Niat-Dufendier à ces institutions, notamment dans la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? La loi du 24 décembre 2019. La loi du 24 sur la décentralisation. C'est une loi qui est le produit du grand dialogue. C'est une loi qui a été débattue. Et à cette occasion, le premier anglophone a été débattu. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on débatte de plus que ça. C'est à l'occasion du vote de la loi qu'il y a un débat parlementaire. C'est prévu par la Constitution, c'est tout à fait légal. La loi du 24 décembre 2019, c'est-à-dire la loi sur la décentralisation. Il y a une autre loi qui a été votée, je crois, votée sur les discours haineux. Tout ça, c'est ça, voilà le rapport. Vous ne pouvez pas plus leur demander. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que vous êtes en démocratie. C'est suffisant ce que les parlementaires ont fait, voter la loi qui a été proposée lors du GDM. Madame Léla, rien n'est jamais suffisant. Même tout à l'heure, quand on va arrêter cette émission, il y aura toujours des choses à dire. Dans la vie, on essaie de travailler pour améliorer, mais on sait qu'il faut toujours faire quelque chose, puisque c'est des œuvres humaines. Ou alors, ce sont des œuvres humaines qui ne sont pas parfaites. Et puis, M. Nanina, lorsque vous dites ici que il y a les députés, une majorité obèse. Les députés ne font pas campagne pour eux. Le président de la République est élu en 2018. Il dit aux Camerounais, donnez-moi une majorité pour me permettre de gouverner. Donc c'est lui qui dit aux Camerounais, vous m'avez donné le pouvoir de vous gouverner. Donnez-moi une majorité pour que je tienne mon Parlement. Les Camerounais votent pour que le président implémente son programme politique. C'est comme ça que ça marche en démocratie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ça peut vous gêner, mais c'est la démocratie. Et simplement, je ne sais pas, parfois j'ai l'impression qu'on mystifie ce qui est très simple à comprendre. Sauf peut-être que je suis le plus idiot, forcément. Mais ben, je pense pour ma part qu'on complique souvent ce qui n'est pas compliqué. Les députés ont des occasions de débattre sur les lois. Je suis sûr qu'à l'occasion du niveau de la loi sur la décentralisation, il y a eu un débat public, un débat au Parlement. Et je peux vous dire qu'il y a eu des débats en commission. J'en suis certain, je ne suis pas député, mais j'en suis certain. La loi sur le tribunal, il y a eu des débats. Et il y a d'autres lois qui arrivent. Il y a d'autres lois qui arrivent pour régler cette crise. Il y a même le problème sur les lois sur la nationalité qui doit être dans les on appelle souvent ça dans les couloirs, qui doivent être en train de se préparer. Et les députés vont donner leur avis. Moi, je pense que c'est ainsi que nous devons
favoriser le développement de notre démocratie. Onanina, à qui on impute l'incapacité formelle du Parlement à véritablement contrôler l'action du gouvernement camerounais? À ces deux présidents, je veux dire lors des questions aux orales, ou alors à la majorité RDPC? À ceux qui ont la majorité, à ceux qui bloquent les lois. Mais avant, là, je voulais dire à maître, à M. Tchapi, c'est ça? Tchapi? Oui. Que, le jour où les États-Unis me donneront la possibilité, le droit de me prononcer sur ce qu'ils font là-bas, j'accepterai qu'ils se prononcent sur ce que je fais chez moi. Le jour où vous donnerez la possibilité à votre voisin de venir se mêler des problèmes de votre maison, vous aurez également le droit d'en faire autant. Il ne faut pas parler de faire de la politique à géométrie variable. C'est-à-dire que certains ont le droit de dire des choses sur les autres et non pas. Et les autres n'ont pas la possibilité d'en faire autant. On est dans un jeu de dupes. Et si on dit qu'on est dans la démocratie, on est au 21e siècle, peut-être même au 22e, il faut que cette duperie cesse. Et je suis d'accord, je m'inscris dessus sur la base de cette logique. Quand j'ai fini de le dire, M. Tegem a dit quelque chose de très intéressant qu'on pourrait réécouter. Le Parlement doit voter des bonnes lois. Moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Si nous avons encore la crise anglophone, ça signifie qu'il y a un problème de loi. Si également la décentralisation est en crise et en procès, en termes de répartition des ressources, ça veut dire qu'il y a toujours un problème de loi. Est-ce que ce sont les lois qui sont bonnes et elles ne sont pas implémentées? Et pourquoi elles ne le sont pas si le Parlement a la capacité donc, de pouvoir encore infléchir, d'acculer ce gouvernement? Vous comprenez donc qu'à un moment, il peut voter des lois supposées être bonnes, mais n'est pas aller au bout du processus, c'est-à-dire de contrôler l'action du gouvernement pour le pousser à faire appliquer les lois qui ont été votées. Parce que si les lois sont à voter, ou doivent être votées pour qu'elles ne soient pas appliquées, ça veut dire que ce Parlement ne sert donc à rien. Et c'est dangereux. Ça veut dire qu'on est là, en train de façon factice, pour plaire non seulement au président de la République qui voulait la majorité, mais également au gouvernement qui est censé. 15%, il n'y a pas, dans la décentralisation, il n'y a pas. On a voté un certain nombre de lois sur le discours haineux. Pour ne que prendre ce cas. Monsieur Kwebo, combien de fois n'avez-vous pas été insulté depuis que vous avez... Alors, vous comprenez donc que le Parlement doit être en procès, en lui-même faire son propre procès sur l'efficacité du contrôle de l'exécution de ses propres lois. Elles peuvent être bonnes, mais malheureusement... En 30 secondes, pour pas qu'on soit coupé, Denis Kobo. Merci. 30 secondes, pour pas qu'on soit coupé. Je dis que... Pour pas qu'on soit coupé en 30 secondes, exactement. Quand il y a une session qui s'ouvre comme celle-ci, au lieu que les Camerounais bien pensants organisent la demande auprès des sénateurs, ils organisent la désinformation sur l'âge de ceux qui sont élus. C'est plus important de dire aux députés et sénateurs de faire leur travail que de venir passer sur les réseaux sociaux, aller sur les télévisions, dire on pousse seulement tel pour qu'il marche. Tous ceux qui parlent de l'âge de Niad et de Cavaillé doivent savoir que l'avantage, j'ai lu sur les réseaux sociaux, l'avantage qu'ils ont, c'est que ils sont sûrs de mourir vieux. Alors que beaucoup de jeunes qui ont 35-40 ans, ils sont déjà croulants. Donc c'est indécent et ce n'est pas politique de parler de l'âge que nous souffrons. Ou la durée aux affaires qui interpellent. Non, c'est l'efficacité. Non, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est l'efficacité d'une institution. On a également interrogé l'efficacité. Non, l'efficacité de l'institution et non de l'individu parce que il y a 100 sénateurs et non un. Assemblée nationale, Sénat, est-ce qu'on a un Parlement fort aujourd'hui? Mais tel que c'est structuré, ça ne peut pas aujourd'hui opérer. Merci. Et c'est de ça qu'il faut parler. Il faut arrêter de parler de l'âge. Merci Georges d'avoir accepté notre invitation. Merci, si vous pouvez dire un mot pour Serge Gauthier. Merci à vous Serge Gauthier Onanina. Je vous en prie. Merci Roland Tapi, merci Denis Kobo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain, lundi, lorsqu'il sera 13h30, on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Sinon sur le bon dimanche. Merci. Il faut que je chauffe le temps.